L'épisode est présenté par Eros et compagnie qui nous commandite cette saison en jouets érotiques. Et là, les gars en studio qui sont avec moi aujourd'hui, c'est-à-dire mon conjoint et Guy et Clément à la console. Écoutez bien ce que je vais dire parce que je pense que vous allez trouver ça un petit peu rigolo parce que vous savez, à chaque fois que je présente un jouet, évidemment, je le sais, c'est quoi le jouet là, qu'il y a dans mon sac à côté de moi. Fait que avant de faire l'introduction, tu sais, j'ai sorti le jouet. Oh mon Dieu, les gars, regardez ça. C'est un jouet pour faire des massages. Là, je l'allume. Je me le passe dans le douche. Ah mon Dieu, waouh, ça fait du bien. Regardez. On dirait probablement un micro, là. Genre, c'est gigantesque, là. OK? On dirait vraiment un micro. OK? Et là, quand tu pèses dessus, bon. Fait que ça fait, c'est vraiment vibrant, là. Et là, quand on se le passe, c'est, hey! Puis c'est rond en plus. Fait comme, ça glisse bien sur le corps. Et là, je sors la petite pancarte, le petit carton explicatif qui dit que c'est un jouet pour le clitoris. Alors, ce n'est pas du tout un jouet pour le massage, mais là, après ça, je me suis dit, non, mais si on veut s'en servir pour un massage, y a-t-il des contre-indications? Non! Fait que voici, mesdames, messieurs, le tout-puissant. C'est son nom. Et il s'agit d'un jouet puissant, hein, comme son nom le dit, pour le clito. Donc, avec son long manche, il est idéal pour avoir une vibration clitoridienne pendant la pénétration. Mais là, je suis comme pas sûre. Est-ce qu'on s'insère ça? Ou c'est pendant la pénétration, lors d'une relation sexuelle, que là, ça, on s'applique ça sur le clit? Puis le manche est assez long pour qu'on le tienne. Hey, regarde, vous l'expérimenterez vous-même, OK? Donc, oui, c'est ça. Puis un petit truc, parce que moi, je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à un micro. Ben, vous pourrez dire à votre visite que c'est tout simplement votre nouvel accessoire de karaoké. Alors, encore une fois, il y a différents modes à l'aide des boutons. OK, différents modes de vibration. Ça augmente en intensité. Vous pouvez diminuer l'intensité. Bon, OK. Fait que have fun. Puis le bout, il est comme, tu sais, il est comme flexible. Voyez-vous, ça plie comme. C'est pas rigide, là. Fait que. J'ai hâte d'essayer mon micro. Alors, erosetcompagnie.com pour magasiner le tout-puissant. Et bien sûr, Eros est généreux, vous donne 15 % de rabais avec le code promo LI15. Donc, une fois que vous êtes prêt à payer votre commande, une fois que vous aviez bien rempli votre panier d'achat, vous entrez dans la petite boîte de code promotionnel LI15 pour obtenir 15 % de rabais sur la totalité là, de votre facture, que vous ayez des items en spécial ou pas. Et je tiens aussi à dire que toutes les commandes que vous passez avec le code promotionnel sont complètement anonymes. Là. Moi, je ne sais pas là, si tu as passé une commande. Là. OK? Je ne sais pas comment tu t'appelles, je ne sais pas combien tu as payé, je ne sais pas ce que tu as commandé. Fait que tout est 100 % anonyme. Même ta livraison est anonyme. Le facteur, il ne saura pas qu'est-ce qu'il y a dans le colis qui te livre. OK? erosetcompagnie.com, LI15 pour 15 % de rabais. Merci, Eros! Mouah! Un énorme merci, bien entendu, aussi à Littoral Marketing, donc Gabriel Darvaux, qui est derrière l'entreprise et qui paye littéralement notre facture de studio de podcast à chaque fois depuis le début de cette deuxième saison du podcast Les Infertiles. Donc, Littoral Marketing, c'est une agence marketing spécialisée dans les entreprises régionales et touristiques. On va vous offrir des stratégies marketing complètes, 360 degrés. On va autant vous offrir ce que vous voulez dans les médias traditionnels que dans les médias sociaux, en événements, interactions directes, promotion, relations publiques. Donc, on s'assoit vraiment avec le client et on prend en charge le marketing au grand complet. Donc, on offre aussi tout un volet hors piste ou hors ligne, en fait, pour vraiment aider les clients à optimiser leur visibilité partout.
On vous offre aussi un accompagnement stratégique où on accompagne le client à développer une stratégie béton pour favoriser la visibilité. On a un volet de formation aussi où on offre de la formation pour des groupes d'entreprises en lien avec le marketing régional et touristique. Et Gabrielle Darvaux est une fille qui habite en région éloignée, donc la réalité des entreprises régionales, elle la connaît très, très bien puisqu'elle la vit elle-même. Donc, c'est vraiment la personne à contacter pour vous aider, pour vous offrir le meilleur service marketing avec votre entreprise touristique et régionale. Donc, suivez-la, trouvez-la sur Instagram sous le pseudonyme de Littoral Marketing. Notre invitée aujourd'hui est coach fertilité, prof de yoga de la fertilité et consultante en naturopathie ayurvédique. Elle est québécoise, mais habite en Allemagne depuis quelques années. Après avoir vécu 4 ans d'infertilité et un parcours en procréation médicalement assistée, elle gagne aujourd'hui sa vie en aidant les femmes à booster leur fertilité et à transformer leur parcours stressant et anxieux en un projet bébé serein et équilibré. J'adore! Elle nous expliquera aussi tout le système hormonal de la femme en passant par chaque phase du cycle menstruel. C'est avec 5 heures de décalage horaire qu'elle est avec nous sur Zoom. Voici Véronique Parent. Bonjour Véronique. Bonjour, Un merci pour cette belle présentation. Ça fait grand plaisir. J'allais te remercier. En fait, d'être parmi nous, d'avoir accepté l'invitation à participer au podcast. Je pense que ce sera très intéressant et j'ai vraiment hâte qu'on embarque dans le vif du sujet. Merci pour l'invitation. Je me sens très, très choyée et honorée d'être là avec toi, avec vous. Merci du fond du cœur. Donc, Véronique, je le disais un peu là en préambule et j'aimerais en fait, si tu es à l'aise avec ça, que tu nous parles un peu plus de toi. Donc, que tu nous dises peut-être de quel coin du Québec tu viens, pourquoi tu as quitté le Québec, pourquoi tu es allé vivre en France en fait avant l'Allemagne. Donc, pourquoi la France, pourquoi l'Allemagne et pourquoi y être resté aujourd'hui. Qu'est-ce que tu faisais comme métier avant de faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc, dis-nous tout, on veut savoir. Avec plaisir. Donc, moi, j'ai grandi à Trois-Pistoles au Québec, dans l'est du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent. Ma famille vit toujours là. J'ai fait mes études en partie à Rimouski en biologie et en Hmm. géographie. Donc, j'ai travaillé quelques années dans ce domaine. Et pendant mes études, je suis allée faire un stage en France, à Grenoble plus précisément. Et c'est là que j'ai rencontré mon amoureux, Wow. Sébastien. On était colocs et coup de foudre, je dirais. C'était pas prévu du tout, mais disons que ma vie a pris un autre tournant, un autre chemin à ce moment-là. Je suis rentrée au Québec, il m'a rejoint au Québec pendant 2 ans, mais avec les problématiques d'immigration au Canada, Québec, c'est un peu compliqué. Puis à ce moment-là, j'étais pas prête à le prendre en charge. Donc, c'était plus facile pour moi de partir sur le territoire français. Et on est resté en France 5 ans. Et j'ai trouvé un travail dans mon domaine là-bas, mais ça a été des années un peu difficiles. Déjà être loin de ma famille, de mes amis, de ma vie au Québec. Ça a été un long temps d'adaptation, je dirais. Mais on adore la montagne, on était dans les Alpes, donc ça compensait, disons, les blues du Québec, de la famille. Et par contre, côté travail, ça finit par mal se passer. J'ai fait un burn-out Ah. et ça a été très dur. Hmm. Ouais, on sait ce que c'est. Mhm. C'était un burn-out professionnel, mais ça m'a quand même remis en question sur beaucoup de choses dans ma vie, dont vivre loin,
Donc, est-ce que j'ai envie d'accueillir, d'avoir? Est-ce que je suis prête à fonder une famille? Puis c'est vraiment à ce moment-là que le désir de devenir maman, d'avoir un enfant est venu parce qu'avant, j'étais pas... Je me suis questionnée longtemps si j'avais envie d'avoir des enfants. Et pareil pour mon conjoint, on n'était pas fou de l'idée de la maternité et de la paternité. Puis c'est vraiment à ce moment-là que c'est venu, que j'avais envie de fonder ma famille. Et on a commencé à essayer à ce moment-là. Et voilà, ça. Les premiers mois passent, on se met pas trop de pression, on essaie. J'ai commencé la symptothermie à ce moment-là, connaître mon cycle, ma phase fertile, mais sans trop aller vraiment, sans trop me mettre de pression, comme je disais. Puis c'est 1 an plus tard environ où là, j'ai commencé à me poser des questions. Je trouvais que c'était bizarre parce qu'on avait quand même des rapports réguliers. Puis je pensais connaître ma fenêtre fertile aussi, connaître mon cycle. J'avais des douleurs assez importantes pendant les règles, mais même encore là, l'endométriose, c'était pas très connu. Là, on recule il y a 7 ans. Ça commençait, moi, j'étais pas du tout familière avec ça. Et plus les cycles passaient, plus les douleurs augmentaient, c'était vraiment difficile. Et plus le désir d'enfant aussi augmentait. Mhm. Peu à peu, ça a pris toute la place dans ma tête, dans mon corps, j'ai l'impression dans mon couple. Et je suis retournée travailler au même emploi que j'avais, mais je me sentais plus trop bien à ma place. Et au même moment, mon conjoint a eu une offre d'emploi en Allemagne. Et c'est un Mm. désir que j'avais aussi de tester la vie là-bas, d'apprendre la langue maternelle de mon conjoint pour que mon enfant aussi puisse le parler puis que je puisse le comprendre. Et c'est ça, ça m'intriguait en fait. Donc, on a décidé de déménager là-bas, puis d'un peu recommencer à zéro, encore une fois pour moi. C'est sûr que là, l'Allemagne, c'était encore une épreuve de plus parce que la langue, je parlais pas allemand, ou Mhm. quelques mots, mais je ne maîtrisais pas du tout. Et il y a COVID, Corona, qui est arrivé Mm. à ce moment-là. Donc, isolation Aïe, totale. aïe, aïe. Ouais, ça a été vraiment dur. Donc, j'ai tout mis dans mon projet bébé. Mm. Et c'était ouais, la période la plus difficile, je pense, de ma vie. Même Mm. outre mon burn-out, là, ça, c'était ouais, c'était tough. Et j'ai adopté un chien, une petite chienne de Mm. rue qui m'a fait beaucoup de bien. Là, j'ai commencé à rencontrer du monde, à plus parler, mais c'était quand même toujours présent. Puis, je suis quelqu'un qui pratique le yoga depuis un bout de temps, quand même, plusieurs années. Et je me suis dit, ben, il y a certainement quelque chose que je peux faire avec le yoga pour au moins arriver à me détendre parce que le yoga que je pratiquais, j'y arrivais pas. J'étais plus dans un yoga très actif, style Mm. Vinyasa, Ashtanga, Iyengar. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'un yoga plus doux, un yoga qui doit travailler plus la zone du bassin, quelque chose d'hormonal. Puis c'est comme ça, en faisant mes recherches, que je suis tombée sur le yoga de la fertilité. Et je suis tombée en amour avec Mm. cette façon de pratiquer le yoga, mais surtout par l'approche cyclique, l'approche de douceur, de féminité. Ça a été vraiment une révélation pour moi. Et je le vois souvent chez les femmes que j'accompagne aussi, à quel point elles découvrent des choses sur elles et juste le fait de voir son projet bébé autrement, parce que je les guide aussi dans mes pratiques à avoir une autre perception du projet bébé. Et moi, ça m'a énormément aidé de m'enlever beaucoup de pression, de culpabilité. La culpabilité est tellement forte, je trouve, Mhm. et d'en apprendre plus sur moi, en fait. Et ça m'a aidé sur plein d'aspects, même au niveau du couple, au niveau hormonal, mais aussi au niveau mental, psychologique, émotionnel, vraiment la gestion des émotions aussi. Donc, j'ai décidé de me former au yoga, déjà comme prof de yoga de base et ensuite en yoga fertilité. Et au travers de ça, j'ai aussi eu la chance de découvrir l'Ayurveda, les bienfaits de l'Ayurveda sur la santé et sur la fertilité. Et j'ai aussi eu envie de me former là-dedans. Donc, ça s'est fait en parallèle. Puis, mon projet bébé est devenu beaucoup plus serein. C'est un mot que j'utilise beaucoup, la sérénité, plus calme, moins dans moins dans l'attente toujours ou dans le fait d'être un peu comme ça dans son projet. Mhm. Mais j'ai eu
aussi intégrer des nouveaux projets dans ma vie parce que quand on est arrivé en Allemagne, c'était mon focus principal. Je travaillais pas, il y avait COVID et tout. Et là, c'était de me former à autre chose, d'avoir une autre perception de ma vie que l'attente de devenir maman, de tomber enceinte. On a fait un premier parcours PMA dans une clinique pas très loin d'où on habite et c'est là où j'ai découvert le monde médical. Mhm. Première expérience pas très le fun. La clinique, on était vraiment considérés comme des clients en fait, comme Comme des des numéros. numéros, Mhm. exactement, des numéros. Et considérant mon âge, à l'époque, j'avais 36 ans, ce qui est OK, mais on me sortait déjà les statistiques que ça va être compliqué que ça fonctionne. On vous suggère de passer tout de suite en fécondation in vitro parce que ça fait déjà longtemps que vous essayez, vous avez passé l'âge. Mon conjoint avait un spermogramme OK, mais pas non plus foufou. Puis moi, j'étais là, bah, déjà, la fécondation in vitro, on n'a rien essayé avant. Il me semble que l'insémination, ou à la limite, la stimulation simple. Puis je disais, je pense que je souffre d'endométriose, je suis pas certaine. Je commençais à me familiariser avec ça. Il m'a dit, ben, si vous voulez, on peut faire une laparoscopie pour aller voir. Et finalement, ben, ils ont découvert l'endométriose. Hmm. J'avais aussi une trompe partiellement bouchée. À cause de l'endométriose, ta trompe? Ouais. OK. Mhm. Mhm. Et donc, ils ont nettoyé tout ça. Puis, les douleurs ont drastiquement changé. Puis, même avec toute l'hygiène de vie, avec le yoga et l'Ayurveda, ça avait déjà diminué, mais c'est vraiment l'opération, un gros, gros soulagement. Donc, on s'est dit, bon, on va se donner une chance. On va essayer pendant quelques mois après l'opération. Peut-être que ça va marcher naturellement. On se dit toujours que c'est peut-être la cause, Mhm. de l'infertilité, même si ça l'est pas pour toutes les femmes qui souffrent d'endométriose. Mais bon, ça nous redonnait espoir. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et pendant ces mois-là, je pense qu'on a eu 6 mois d'intervalle entre le premier et deuxième protocole. Ben non, j'avais même pas commencé de protocole en fait dans la première clinique. Ça a été que l'OP. Ben, j'ai accepté aussi le parcours médical. Pour moi, c'était très compliqué au début de faire un bébé laboratoire. Avec la science, ouais. Avec la science, tu sais, considérant que l'aspect nature est très présent chez moi, Mhm. mais c'était beaucoup plus important mon désir de fonder ma famille. Donc, le deuil de la grossesse naturelle a été long, mais je l'ai fait et je ne regrette pas. Et on a commencé un nouveau protocole dans une nouvelle clinique plus loin. On a dû attendre. Je pense que notre premier rendez-vous, ça a pris encore 3 à 6 mois. J'ai plus les dates exactes en tête avant d'avoir notre premier rendez-vous. Mais une fois le premier rendez-vous passé, tout s'est passé assez vite. Mais bon, il y a toujours les années, le temps qui passe, on approche 40, on se demande est-ce que ça vaut la peine de changer de clinique, d'endroit. Puis moi, je conseille toujours vraiment quand on commence à se questionner, c'est parce qu'il y a une résistance qui se crée par rapport à une expérience mauvaise qu'on a eue. Donc, changer et avoir des nouveaux médecins. Et nos nouveaux médecins étaient vraiment super, des femmes formidables, Hmm. bienveillantes, qui ont fait des tests que j'avais pas eu à l'autre clinique. Là, Hmm. on a vraiment testé là, qu'est-ce où le déséquilibre hormonal était. Puis moi, c'était vraiment entre estrogène, progestérone avec un cycle très court. Et ça, je le savais, je l'avais dit plusieurs fois à ma gynécologue, à mon premier médecin dans la clinique, que je pensais que c'était vraiment lié à ça. Et j'ai eu une mini stimulation hormonale. On a passé par l'insémination en lien avec les spermatozoïdes de mon conjoint qui était un peu moins vigoureux et je suis tombée enceinte la première insémination. Et j'ai eu ma grossesse et j'ai mon Théodore maintenant qui a 2 ans. Donc, un parcours long, mais qui, côté médical, n'a pas été trop lourd pour moi. Donc, Mhm. j'ai eu cette chance. Puis, je pense vraiment qu'il nous manquait qu'un petit coup de pouce par rapport à ça. Et le fait de m'être bien sentie dans ces cliniques, je suis sûre aussi que ça a énormément aidé. Ah oui, c'est sûr. Non, non, c'est sûr qu'il faut se sentir en confiance, il faut se sentir bien, il faut vraiment faut vraiment écouter notre voix intérieure et sentir qu'on est à la bonne place avant d'entamer des démarches et pas juste rester comme focusé sur le processus médical puis
comment dire, que la poutine, là, tu sais, le ABCD, là, tu sais, mais vraiment se fier à son instinct puis écouter quand même notre petite voix qui nous parle, parce que notre petite voix qui nous parle, elle nous parle quand même souvent. Puis on a tendance à pas toujours l'écouter, mais c'est très important de l'écouter. Donc là, toi, Véronique, ton diagnostic, si je comprends, fait que c'était comme un peu d'endométriose que tu as découvert à ta première clinique, puis après ça, des débalancements hormonaux qu'on a trouvés avec des tests plus poussés à la deuxième clinique. Fait que c'était-tu comme Mhm. un mélange de tout ça, ton diagnostic d'infertilité? Ben, c'est sûr que moi, on m'a dit dès le départ que c'était une infertilité inexpliquée. Donc, OK. voilà, j'ai intégré ça Malgré pendant longtemps. l'endométriose qu'ils t'ont trouvé? Mhm. Ouais. Oui, parce que après ça n'a pas fonctionné, en fait. Tu sais, on a essayé quand même Ouais. plusieurs mois après. Euh, ouais. En fait, comme je disais, l'endométriose, c'est pas nécessairement automatique qu'on a des troubles de fertilité. Mhm. Non, Mais c'est vrai. après, moi, ma trompe était partiellement bouchée. Donc, il y en avait une qui était complètement ouverte, une autre qui était partiellement touchée, qui pouvait quand même faire passer les spermatozoïdes et un embryon, en fait. Ouais. Donc, après, moi, je considère vraiment j'avais un déséquilibre hormonal entre un estrogène trop fort, pas assez de progestérone. Et en me stimulant vraiment légèrement pour équilibrer tout ça, ça a aidé. Après, c'est dur de savoir si c'était vraiment ça ou c'est juste finalement les spermatozoïdes qui n'arrivaient pas à monter, je ne le sais pas, mais moi, je Mhm. pense que j'avais quand même un souci à ce niveau-là. Puis l'Ayurveda m'a énormément aidé, le yoga aussi, mais il manquait quelque chose. Mhm. Juste Mhm. d'entrée de jeu, là, dans tes comme premières phrases, tu as parlé, tu as dit, tu sais, au début, quand on essayait de tomber enceinte naturellement, j'essayais avec la symptothermie. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi? On dirait que j'ai jamais vraiment entendu ce terme-là. Est-ce que c'est juste comme surveiller sa glaire, prendre sa température? C'est-tu de ça dont tu parles? C'est ça, la symptothermie? Ouais, c'est exactement ça. En OK. fait, c'est la méthode où tu prends ta température basale tous les matins. Le fait de prendre ta température tous les matins, tu vas avoir une courbe, en fait. Et quand tu as une augmentation de ton température assez nette, là, ton corps, ben, ça t'indique, en fait, que tu as ovulé. Tu as Mhm. déjà ovulé, en fait. Mhm. Donc, ça n'indique pas quand tu ovules. Ben, en Non. fait, l'ovulation est déjà passée quand tu t'en aperçois. Ce Mhm. qui t'aide à connaître ta fenêtre fertile ou à vraiment dire, OK, là, il y a une chance que ça fonctionne, c'est la glaire cervicale. Donc, c'est d'observer sa glaire pendant tout son cycle. De toute façon, on le sent assez vite. Les femmes, c'est sûr qu'on peut avoir aussi des difficultés à... Il y a des femmes qui n'ont pas de glaire cervicale, puis ça, c'est un souci aussi au niveau hormonal. Mais quand on est équilibré à ce niveau-là, on a vraiment une glaire qui est en style blanc d'œuf, donc très translucide, collante. Tu sais, ça fait des petits filaments entre les doigts quand on la prend. Puis on a une sensation vraiment de mouiller quand Ouais. on place. Donc ça, c'est vraiment la fenêtre fertile. Ouais. Et on peut aussi toucher son col, le col de l'utérus, qui va changer de texture. Donc, c'est comme la troisième option qui est moins pratiquée, mais qui est aussi un super bel indicateur. Il faut juste se pratiquer un peu. Le col de l'utérus devient plus mou, plus haut, plus ouvert. Puis quand on est à l'extérieur de notre fenêtre fertile, le col est plus dur, plus bas, fermé, en fait. Il y a vraiment un changement de texture, mais c'est avec la pratique qu'on se rend compte de cette évolution. Qu'on peut observer, c'est ça, les différences, là. Ouais. Donc, Mhm. là, ce que tu expliques, c'est qu'il faut vraiment rentrer nos doigts dans notre Ouais. vagin et aller se palper, là, pour aller Palpation avec le toucher doigt. avec nos doigts. Yes. OK. Ouais. OK. J'avais jamais entendu ça. Je trouve ça quand même, je vais dire ça, différent, Oui. particulier comme technique. Mais je trouve ça quand même bien intéressant de se dire, hey, notre corps nous parle assez fort qu'en touchant avec nos doigts à l'intérieur, on serait Ouais. capable de savoir comme quand est-ce qu'on ovule, tu sais. Là, on est comme en train un peu d'aborder justement l'aspect hormonal, l'aspect cyclique. Donc, mais avant d'entrer encore plus dans les détails de ça, j'aimerais justement que tu nous parles du cycle menstruel, du cycle hormonal. Parce que le corps de la femme est complexe, mesdames, messieurs, 1000 fois plus complexe que le corps de l'homme. L'homme se lève le matin, boosté, chargé,
reposer, il se couche le soir fatigué, épuisé, il se régénère pendant la nuit et son cycle revient. Donc, les hommes ont des cycles de 24 heures. Nous, ça peut durer entre 21 et 35 jours. Donc, à l'intérieur de ce cycle hormonal, menstruel-là, il y a un paquet de changements hormonaux qui se produisent, ce qui peut un peu expliquer pourquoi on a l'air ou pourquoi on peut nous traiter de folle ou d'hystérique ou de machin chouette, là, tu sais. C'est pas de notre faute, messieurs. OK? C'est nos hormones qui prennent le contrôle de notre corps. Donc, Véronique, ça fait longtemps que je veux recevoir quelqu'un au podcast qui nous explique justement ces variations hormonales-là. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? C'est quoi ces fluctuations-là? Et justement, pourquoi, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on a une fenêtre fertile et qu'est-ce qui fait que c'est donc important de repérer cette fenêtre fertile-là si on veut optimiser nos chances de conception naturelle parce que ça, c'est une affaire sur laquelle on n'est pas éduqué, selon moi, à l'école, mais c'est de connaître son cycle et de savoir quand faire un bébé, quand et comment faire un bébé. C'est pas juste d'avoir des relations sexuelles non protégées. Encore faut-il avoir cette relation sexuelle non protégée au bon moment. Donc voilà, je te laisse parler. Tu peux nous expliquer tout ce que tu as envie de nous expliquer par rapport aux différentes glandes qui sécrètent nos différentes hormones, le fonctionnement du corps, etc. OK, je me lance alors. Déjà, tu as abordé un point qui est vraiment important. On a une fenêtre fertile. Donc, quand on reçoit le conseil de faire l'amour aux 2, 3 jours tout le temps, Pendant tout le mois. ouais, c'est pas Oui. nécessaire. On a une fenêtre fertile. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de trouver cette fenêtre-là, cette fenêtre fertile pour pas épuiser le couple aussi, avoir des rapports sans arrêt, en fait. Parce que au début, OK, mais je peux vous dire, après 4 ans, là, c'est dur pour le couple puis la libido, en fait. Mhm. Donc, ouais, ouais, ouais. Puis on entend encore ça, hein. Il y a des gynécologues qui donnent encore ce conseil plutôt que donner le conseil, faites de la symptothermie, connaissez votre phase, essayez de connaître votre fenêtre fertile. Après, je comprends pour des femmes qui ont un SOPK, par exemple, qui ont un cycle irrégulier, c'est plus compliqué. Mhm. Faut pas se le cacher. Mais pour des femmes qui ont un cycle sensiblement régulier avec des variations de 3 à 4 jours à chaque cycles qui peuvent différer, ça, on considère ça comme un cycle régulier. Donc, comment ça fonctionne? Déjà, le cycle, le jour 1, commence quand on a nos menstruations. Pas des spottings, pas des petites gouttes, vraiment quand on saigne. Oui. Premier Ça, c'est jour logique. de saignement abondant. Abondant, Oui. exactement. Et ça, c'est là, le cycle commence. C'est la phase folliculaire qui commence. Donc, à ce moment-là, les hormones commencent à croître, les hormones sexuelles, et le début commence dans le cerveau, par la glande hypothalamus. Il y a la glande hypothalamus, hypophyse, qui sont considérées comme les chefs d'orchestre du cycle. Elles sont situées dans le milieu du cerveau. Donc, l'hypothalamus commence à sécréter la glande GnRH, qui, elle, va stimuler l'hypophyse pour sécréter la FSH-LH. Donc, Aïe, si vous aïe, êtes en aïe. projet bébé depuis un petit temps, c'est des hormones que vous avez peut-être déjà entendu parler. La LH, c'est elle qui est mesurée dans les tests d'ovulation, par Oui. exemple. Mhm. Ouais. Donc, deux hormones très importantes. La FSH, c'est elle qui lance le message aux ovaires de commencer à faire croître les follicules. Dans chacun des deux ovaires, si vous avez encore deux ovaires, il y a des follicules à chaque mois qui vont grossir, grandir. Et plus les follicules croient, plus il y a des estrogènes qui sont sécrétés dans le corps. Les estrogènes, c'est l'hormone phare de la phase folliculaire. C'est elle qui va permettre à l'endomètre de commencer à s'épaissir. Puis l'endomètre, c'est lui qui permet la nidation, l'implantation d'un embryon. Donc, les estrogènes sont hyper importants pour ça. C'est eux aussi qui vont euh, lancer la sécrétion de la glaire cervicale, comme on en parlait, la glaire qui permet la montée des spermatozoïdes jusqu'au trompe de Fallope. C'est vraiment leur fonction, en fait, la glaire. C'est Ah ouais. d'améliorer le passage des spermatozoïdes et elle filtre aussi les bons, les top spermatozoïdes et laisse les moins bons ou ceux qui sont
pas apte ou mort déjà. Incroyable. Ouais, donc vraiment, c'est fou. Le corps, c'est fou. Ah. Donc, on a la glaire, l'endomètre, c'est aussi une hormone qui nous amène plus dans l'extériorisation, dans le côté social, énergique, on a plus de libido. C'est le moment où ouais, on a plus envie d'avoir des rapports sexuels aussi. Donc, les estrogènes montent et à un moment donné, ils atteignent un pic qui va stimuler la LH à monter aussi, à avoir un pic de LH. Et ce pic de LH-là va envoyer un message aux ovaires de libérer l'ovocyte mature. Donc, il y a plusieurs follicules qui vont grandir en même temps, mais il y en a toujours un qui va prendre, euh, qui va être prédominant, en fait, qui va être dominant par rapport aux autres. Et c'est lui qui va être libéré de l'ovaire dans la trompe de Fallope, dans Mhm. la trompe de Fallope, en fait. Donc, il y a un ovocyte qui est libéré. Et le pic de LH, en fait, l'ovocyte est libéré 24 à 36 heures après le pic de LH. Oui, Donc, c'est il y a quand ça. même un petit temps entre les deux. Mhm. Et le follicule, la paroi du follicule qui abritait l'ovocyte reste dans le verre et va se transformer en corps jaune. Le corps jaune est aussi hyper important parce que c'est lui qui va sécréter la progestérone, donc l'hormone phare de la phase lutéale. Sans corps jaune, on n'a pas de progestérone. Mais là, Donc, excuse-moi, c'est parce que je pensais pas que ça restait dans l'ovaire. Donc, le corps jaune reste dans l'ovaire et mhm. non dans l'utérus ou au col de l'utérus, là. Non. Non, il reste dans le verre, en fait. Il y a plein de petits schémas qui se trouvent sur Internet. En fait, t'as le follicule qui est la paroi, puis tu as l'ovocyte à l'intérieur. Puis le follicule va libérer l'ovocyte et l'ovaire aussi en même temps. C'est vraiment, ça s'ouvre, puis ça évacue l'ovocyte dans les trompes de Fallope. La paroi du follicule reste dans les ovaires. Ah, OK, Voilà. OK. Puis là, ça, Mhm. c'est ce corps jaune-là qui va déclencher la production de progestérone. Ouais, c'est lui qui produit la progestérone, Ah, ouais. OK. Ouais. Donc là, on a un ovocyte. On a un corps jaune, puis on espère avoir des spermatozoïdes qui montent jusqu'à la trompe pour un spermatozoïde pour venir féconder l'ovocyte. Et s'il y a Mhm. fécondation, ça devient un embryon Mhm. qui va descendre jusqu'à l'utérus. Mhm. Et donc, la progestérone, à ce moment-là, elle est super importante parce qu'elle va améliorer la qualité de l'endomètre, en fait, le rendre plus doux, plus accueillant, plus moelleux, en fait, et c'est ce qui va permettre l'anidation ou l'implantation. C'est deux termes qu'on utilise. Donc, la progestérone sert à ça, sert aussi à inhiber les estrogènes pour ne pas produire une autre ovulation. Hmm. Ça limite aussi la production de glaire. Donc là, on n'a plus besoin de d'autres spermatozoïdes. Il y a eu potentiellement fécondation. C'est une hormone aussi qui est vraiment apaisante, qui améliore le sommeil quand elle est équilibrée. Mhm. C'est vraiment une hormone ouais, qu'on relie beaucoup à l'énergie lunaire ou l'énergie féminine quand elle est équilibrée. Et le corps jaune produit la progestérone pendant tout le premier trimestre de la grossesse. On parle des 10 à 12 semaines de grossesse jusqu'à ce que le placenta prenne le relais en termes de sécrétion de progestérone. OK. Donc, le corps jaune est hyper important. OK. Donc, on parle de qualité ovocytaire quand on parle de corps jaune. Si votre ovaire était de mauvaise qualité, votre ovule, par contre, ça peut affecter la production de progestérone. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, en fait. Euh, Et s'il n'y a mm, pas eu fécondation, donc, ouais. ou qu'on n'est pas en projet bébé, par exemple, que là, il y a eu ovulation, la progestérone augmente, et corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est quand elle est à son pic, la progestérone, que là, il y a les segments qui recommencent, et c'est ainsi que le cycle reprend du début. Est-ce que c'est ça? Non, pas Non! exactement. Non, OK, en vas-y. fait, si la progestérone est à son pic, Ouais. euh, ça veut dire qu'il y a eu implantation. La progestérone va continuer à être sécrétée si l'embryon est bien implanté dans l'utérus. À un moment donné,
le corps finit par comprendre qu'il n'y a pas eu d'implantation, qu'il n'y a pas d'embryon, donc il y a chute des hormones, chute de progestérone. Déjà, l'estrogène est déjà basse, mais elle Ouais. continue à chuter encore plus. Et c'est ça qui va créer les menstruations. L'endomètre va se dégrader parce qu'il n'est plus utile, donc il se transforme en menstruation, en saignement. Donc, c'est vraiment la chute des hormones. C'est pour ça qu'à un moment donné, les SPM embarquent. Parce qu'il y OK. a la chute de progestérone, d'estrogène, on se sent tout croche, waouh, c'est fort. Donc, c'est vraiment le début des SPM où on sent plus de fatigue, plus d'émotions fortes. Après, on peut sentir ces montagnes émotionnelles-là aussi quand on est enceinte, mais c'est souvent, la plupart des femmes, après cette chute d'hormones, vont se sentir un peu différentes, en fait, plus difficiles. Qu'est-ce qui Mhm. peut expliquer qu'une femme va avoir de très, très, très forts SPM puis qu'une autre va n'en avoir aucun? Ben, c'est justement, c'est tout l'équilibre hormonal. Une bonne progestérone, un bon taux de progestérone, comme je le disais, normalement, tu te sens bien, tu es apaisé, tu dors bien. Euh, et quand la... Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi en symptothermie dans la deuxième phase du cycle, phase lutéale. Si tu as beaucoup de hausse et baisse de température, là, ça montre que la progestérone est mal sécrétée, en fait. OK. Et c'est vraiment lié à ça. Puis, ça lie aussi au mode de vie, au stress, au sommeil. Si on a des problèmes de sommeil, on vit des SPM beaucoup plus intenses. Mauvaise alimentation, perturbateurs endocriniens, il y a plein de sources qui peuvent affecter ça, mais en gros, c'est hormonal. Pour la température basale, donc, je comprends que un- presque toutes les femmes, à un certain moment dans sa vie, devraient faire l'exercice de prendre sa température basale sur quelques mois, justement, pour voir si leur niveau de... Si leurs hormones sont un petit peu équilibrées, tu sais, parce que là, c'est ça, si, si une femme remarque qu'il y a beaucoup de pics de température au fil du mois puis qu'il n'y en a pas juste un, ben là, elle pourrait se poser des questions à savoir, j'ai-tu des déséquilibres hormonaux? Oui, vraiment. OK. En fait, il y a plein de choses qui peuvent affecter la température. Il y a les hormones, mais aussi le fait que si on a bu de l'alcool la veille, on a moins dormi, on est plus stressé. C'est pour ça qu'il faut le faire pendant plusieurs mois pour essayer d'un peu lisser la courbe. Mhm. Mais si on fait juste un mois, c'est pas Non. fiable, en fait. Non, Il non, faut c'est vraiment le ça. faire pendant longtemps. Puis, la symptothermie, ça sert aussi comme moyen de contraception. Quand on Hmm. connaît notre fenêtre fertile, ben on sait à quel moment c'est plutôt touchy d'avoir un rapport. On sait qu'on peut tomber enceinte. Donc, Ouais. c'est vraiment un super outil. Puis en fait, il n'y a pas juste les pics de température, il y a aussi la durée. Par exemple, une phase lutéale courte, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de progestérone qui est sécrété. Donc, ben, déséquilibre hormonal aussi à ce niveau-là. Ça devrait durer combien de temps, une phase lutéale? Donc, pendant combien de temps on devrait avoir une température élevée, c'est ça? Ouais, c'est la température élevée en fait. OK. Après l'ovulation, la température monte. Après, on parle de quelques décimales de degrés, là, entre 0,3 0,6 degrés. OK. Mais on le voit, en fait, il faut prendre un thermomètre à 2 décimales. Ça, c'est super important. OK. Et c'est environ 10 jours. Quand on Ah est à moins de oui, 10 jours en phase lutéale, là, on peut commencer à se poser des questions. Ouais. quand Mhm. même, OK. Fait que là, excuse-moi, là, on dirait que j'ai comme... on dirait que là, je suis pas certaine de bien avoir saisi. Donc, quand on ovule, là, notre température a un pic, donc elle augmente et elle va rester élevée, c'est ça? Elle va rester élevée en phase lutéale. Fait qu'elle fait pas juste monter pendant l'ovulation, par redescend 3 jours après, là. Ça, Non, si... Vas-y, vas-y. elle va redescendre au début des menstruations. Ah, seulement! Mhm. Fait que Mhm. c'est normal, OK? Parce que je l'avais déjà fait, ça fait longtemps, là. Ça fait vraiment longtemps que j'avais essayé de prendre ma température. Puis là, justement, j'étais comme, ben, soit qu'il y a quelque chose de wrong, soit que je le fais pas comme il faut parce que je trouvais que, justement, mes températures Mhm. étaient tout le temps stables, là, tu sais, les mêmes d'une journée à l'autre. Fait que là, j'étais comme... Fait que j'avais comme arrêté, puis j'étais comme, oh non, je dois pas comprendre comment ça fonctionne, je le fais pas comme il faut ou quoi que ce soit. OK. Puis là, l'autre affaire importante, je pense, c'est qu'il faut prendre notre température au réveil alors qu'on est encore couché dans notre lit, c'est ça?
Ouais, Ouais, idéalement, ouais. c'est au réveil avant d'aller faire pipi, C'est avant de faire ça. n'importe quoi, on prend notre température. Après, si on est allé faire pipi à 4 heures du matin puis on se réveille à 7 heures, ça va. Mhm. Même, je pense, on peut calculer 1 heure couché au lit, en fait. OK. Idéalement, environ toujours à la même heure. Mais ça peut aussi varier d'une heure à l'autre. Si le week-end, on se lève un peu plus tard, ben, ça va, là. OK. Faut pas non plus se mettre un alarme le week-end pour prendre sa température. Euh, mais c'est sûr que c'est avant de se lever parce que cette petite variation de température peut quand même faire une différence dans l'analyse des résultats. Et ouais, comme je disais, un thermomètre avec 2 décimales, super important. Puis soit qu'on écrit ça sur un papier à chaque jour ou on les enregistre dans des applis. Maintenant, il y a plein d'applis qui permettent de rentrer les données à chaque jour. Puis je pense qu'il y a même des thermomètres qui sont connectés aux Oui, applis téléphones maintenant. Donc là, oui. c'est easy. Oui, non, c'est ça. Parlant des applications, par exemple, moi, je veux juste faire une parenthèse. Je sais que c'est pas de ça que tu parles, mais je sais quand même qu'il y a des femmes qui se fient à une Hmm. application du cycle menstruel qui leur dit: vous ovulez, madame. Votre téléphone, mesdames, là, il sait pas quand est-ce que vous ovulez. OK? Le téléphone, les applications qui sont gratuites, téléchargeables sur votre téléphone, par exemple, sont des applications qui sont faites en se basant sur une moyenne de la population. Hein? Mais les femmes, c'est pas vrai qu'on ovule à la même journée du cycle. C'est pas vrai qu'on ovule à la même journée d'un cycle à l'autre. Il y a un cycle, tu as peut-être ovulé au jour 13, puis le cycle d'après, tu vas ovuler au jour 15. Il y a des femmes qui vont ovuler beaucoup plus tôt dans le cycle, d'autres beaucoup plus tard. Tu as mentionné tantôt les femmes SOPK. Donc, ça, c'est les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques pour SOPK. Des fois, donc, ces femmes-là vont avoir des cycles anovulatoires, donc vont se retrouver avec des cycles de 45, 50, 60. Il y en a que c'est des mois là, sans être menstrués. Mhm. Et ça, c'est parce que justement, il n'y a pas d'ovulation. Donc, vous ne pouvez pas vous fier hors de tout doute à une application qui n'est pas dans votre corps, dans le fond, qui vous dit que vous ovulez pour être certaine que vous ovulez vraiment, tu sais. Fait que faites juste faire attention à ça, puis apprenez plutôt à écouter votre corps, à connaître votre corps avec les trucs que Véronique a donnés, donc en surveillant sa glaire cervicale, c'est du blanc d'œuf qui colle quand on y touche avec nos doigts, en prenant votre température basale, puis aussi, il y a peut-être même des petites crampes que vous pouvez ressentir dans le bas du ventre lors d'ovulation, ça peut être des petites crampes, c'est vraiment minime, là, c'est pas, bon, en tout cas, en général, c'est rien Dépend. de ouais, ça dépend pour qui, mais vous pourriez avoir ressenti. Il y en a qui se décrament dans le dos aussi, des douleurs dans le dos lors de l'ovulation. Ça peut être aux ovaires, ça peut être dans le bas-ventre, tout simplement. Donc, ouais, puis la libido aussi, votre hausse de libido, tout ça, c'est des signes que vous Mhm. approchez l'ovulation ou que vous êtes en phase ovulatoire. Donc, soyez davantage à l'écoute de votre corps. Je pense que ça aussi, ça peut nous aider à être en harmonie davantage avec tout le processus. Je suis complètement d'accord avec toi concernant les applis, là, Hmm. c'est dangereux de se Oui, fier à c'est ça. ça. Mais Exact. moi, je l'utilise pour noter, en fait. Je note, là, je prends plus ma température, mais je note quand même mon premier jour de règle. Puis, tu sais, j'ai des symptômes. Ce qui est intéressant avec ça dans les applis, des fois, c'est tout écrit. Tu fais juste, OK, mot de tête, Ouais. Tu coches, là. crampe, émotion forte. Donc ça te permet d'avoir tes données, puis quand tu fais ta symptothermie sur plusieurs mois, de vraiment sortir des tendances. En fait, c'est ça qu'on veut avoir de la symptothermie, c'est d'apprendre à connaître son cycle et d'avoir des tendances. Quand j'ai un Hmm. mot de tête à telle période de la phase lutéale, ça c'est un, un signe typique de SPM, par exemple, ou quand j'ai des tiraillements dans les ovaires, comme tu disais. Donc, de vraiment plus l'utiliser pour ça, pour noter que plutôt en termes de prévisibilité d'ovulation. Ouais. OK. Oui, donc, si... non, c'est ça, on en a assez parlé, là, de la glace cervicale. Oui, c'est ça. Attends, excuse. Glace cervicale, donc blanc d'œuf. Mais tu me disais aussi, euh, en pré-entrevue, que il y a des glaires cervicales de moins bonne qualité. Donc, si on a une glaire cervicale de moins bonne qualité, c'est
parce qu'on a une ovulation de moins grande qualité? Est-ce que ça va avec? Ben, ça veut dire que l'estrogène est peut-être débalancé, en fait. Vu que c'est les estrogènes qui vont permettre la sécrétion de la glaire, ça peut être un signe. Après, ça peut être aussi la sécheresse dans le corps. Tu sais, c'est un liquide, la glaire. Donc, si on est très sèche, la peau sèche, les cheveux secs, les ongles cassants, toujours soif, ben, la glaire, elle peut être moins abondante. Donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi, l'hydratation du corps. Puis, il y a aussi différents traitements qui peuvent aider. Je pense à l'huile d'onagre, qui est vraiment super à prendre pendant la phase folliculaire pour aider à avoir une meilleure glaire. Ah ouais, de l'huile de nagre. J'en avais Ouais. déjà entendu parler, mais ça se prend comment? Ça se boit? C'est... Tu peux la boire, soit la consommer en huile sur tes repas ou la prendre en gélule. OK. Mm. Intéressant. Puis ça se prend juste en phase folliculaire. Fait que dans le fond, Ouais, du jour 1 au jusqu'à ton ovulation, là. si on veut travailler sur la glaire, oui. Ouais. Puis dans le fond, si on a une glaire de meilleure qualité, est-ce que ça pourrait augmenter le succès du transport du spermatozoïde jusqu'à la trompe de Fallope? Ah oui, Ah 100%. C'est sûr, c'est ouais. sûr. La glaire, c'est son rôle. C'est son rôle d'aider aux spermatozoïdes à les amener en haut. Puis en fait, ça me fait penser qu'il y a des fois, des femmes me disent qu'elles n'ont pas de glaire, mais ça se peut qu'elles ne coulent pas jusque dans la culotte, en fait. Donc, un toucher, encore une fois, du col, ça peut aider à voir si on a de la glaire. Tu sais, si on touche, on fait le toucher, puis on sort les doigts, puis c'est collant, c'est lubrifié, là, ça veut dire qu'il y a de la glaire. Mais des fois, c'est lié aussi au fait qu'on ne bouge pas assez, on est trop sédentaire, il y a de la congestion dans le bassin. C'est là que le yoga va aider, en fait, à venir aider à produire la glaire, ou en tout cas, à l'aider à être plus visible. J'ai une question, mais je sais pas si tu vas, je sais pas, savoir quoi répondre à ça. Quelqu'un, justement, qui repère ses ovulations immanquablement, qui repère sa glaire, qui la détecte, là, tu sais, elle connaît son corps, puis qui a, justement, ils ont des rapports sexuels et son conjoint, le bon, dans un exemple de couple hétérosexuel, mais qu'il n'y a jamais conception. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à ce moment-ci? Tu sais, justement, on repère tous les signes d'ovulation, ça fonctionne pas, donc toi, tu miserais sur quoi, mettons, pour... Tu comprends ce que je veux dire? On dirait même Ah, mais oui, moi-même, c'est pas clair ma question. complètement. Ben, OK. moi, déjà, je me reconnais dans ce que tu dis. OK. Tu sais. OK. Je savais quand je vivais, j'avais une bonne glaire, mais j'avais un cycle court, par exemple. Je pense que ben, le côté progestérone n'était pas top. Les spermatozoïdes aussi de mon conjoint Mhm. n'étaient pas top. Puis j'ai beaucoup travaillé aussi, on va en parler plus tard quand on va parler de yoga, mais l'ouverture du bassin, je ne suis pas quelqu'un d'hyper souple de base. Donc, le fait d'avoir ouvert mon bassin, d'avoir vraiment fluidifié ou huilé un peu les articulations, puis sentir que mon ventre était moins pris, moins Hmm. ballonné, la digestion aussi, ça a un énorme Mhm. impact. Moi, je pense qu'on va aussi en reparler plus tard. Donc, c'est d'essayer de travailler sur d'autres aspects qui peuvent aider, mais la fertilité, c'est tellement complexe. Donc, oui, on peut avoir une belle ovulation, on peut avoir une belle glaire, puis ça peut pas fonctionner, en fait. Mm. Mhm. Et c'est parti pour un 30 secondes publicitaire où je te parle de Littoral Marketing, ton agence marketing spécialisée dans les entreprises régionales et touristiques. Gabrielle Darvaux est la femme derrière l'entreprise. Elle connaît ta réalité si tu es une entreprise en région éloignée parce elle habite dans une région éloignée. Donc, elle a vraiment une offre de services des plus vastes, des plus complètes, dans laquelle tu retrouves une prise en charge marketing 360 degrés, un accompagnement stratégique, de la formation, tout un volet hors piste. Tu veux toucher les médias traditionnels, les médias sociaux ou autres, parle-y-en. Elle connaît la solution miracle pour ton entreprise. Suis-la sur Instagram, Littoral Marketing. Fait que, OK, moi, tu sais, je pensais à justement, tu sais, là, te parler d'huile de nagre. Fait que là, j'étais comme, tu sais, moi, je prends déjà plein, là, du supplément naturel. Fait que je me suis dit, bon, un de plus à prendre maintenant. Fait que, ouais, c'est Oui. ça, tu sais. Bon, fait que j'imagine que
il y aurait plein d'affaires, dans le fond, qu'on pourrait essayer, Ouais. que ce soit différents suppléments, que ce soit le yoga fertilité, que ce soit... c'est ça, c'est Mhm. plein d'essais-erreurs, dans le fond, là. Ouais, ben déjà, travailler sur son hygiène de vie, je pense que c'est la base, en fait. Son alimentation, être dans le mouvement, limiter le stress, au mieux gérer son stress, qui a un énorme impact sur la fertilité par rapport au système nerveux, au cortisol. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prioriser. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle tout de suite de ça, parce que c'est quand même Oui, un gros sujet oui, aussi. oui, j'étais Ouais. pour te dire, parce que c'est sûr que j'aimerais c'est sûr qu'on va parler de la yoga fertilité et qu'on va parler de l'Ayurveda, parce que moi-même, je ne sais pas clairement, concrètement, en détail ce que c'est que l'Ayurveda. Donc, je veux certainement que tu nous en parles parce que de toute façon, c'est ton approche, c'est ta pratique, c'est ce que tu fais avec tes clientes pour les accompagner. Donc, mais là, oui, maintenant que tu parles d'hygiène de vie, je pense que c'est important d'en parler, effectivement. Donc, tu as parlé de mouvement, d'alimentation, les perturbateurs endocriniens. En Mhm. fait, les perturbateurs endocriniens, ce qui est un petit peu maudit avec ça, c'est qu'ils sont partout. Fait Ouais. que c'est comme quasi impossible de se débarrasser de tous les perturbateurs endocriniens, mais je pense que dans la mesure où on est conscient de ceux qu'on peut peut-être éliminer ou limiter, je pense que ça fait déjà un bon travail, puis que c'est déjà un bon pas considérable là, qu'on fait pour s'aider, là. Oui, complètement. Les perturbateurs endocriniens, on peut les éliminer facilement chez soi avec les produits ménagers, les cosmétiques, laver les vêtements neufs qu'on achète, par exemple, Hmm. essayer d'éviter le plastique dans nos plats de conservation. Donc, il y a quand même plusieurs éléments qu'on peut travailler. Manger bio, éviter les pesticides. Après, c'est pas tout le monde qui a le budget pour, mais quand on peut, d'essayer de prioriser ça, certains fruits, légumes moins chargés en pesticides, par exemple. Donc, ouais, ça, je pense que les perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose qu'on peut quand même facilement éviter, les plus présents à la maison. Puis c'est ça, quand je parle d'hygiène de vie, ben, en fait, c'est juste pour reparler un peu du biologique derrière, parce que ça aide à comprendre, en fait, comment le stress affecte la fertilité, parce qu'on entend tellement parler du stress, mais Mhm. on ne sait pas pourquoi. Puis ça, je parle de fertilité, mais c'est pour tout le monde, là, qui est dans un quotidien chargé, productif. C'est le stress physique, mais c'est aussi le stress mental. Donc, quand on vit un stress continu, on va sécréter du cortisol. C'est les glandes surrénales qui sont situées au-dessus des reins qui vont sécréter le cortisol. C'est l'hormone du stress qu'on appelle. Et quand le cortisol est sécrété de façon continue, il va inhiber la production de progestérone. Donc, quand on a beaucoup de cortisol, on produit moins de progestérone. Et le corps aussi, il rentre dans un état de survie. C'est le système nerveux sympathique qui est activé. Donc, c'est lui qui dit au corps, OK, ma vie est en danger, même si notre vie n'est pas en danger, on sait très bien, mais on a évolué de cette façon-là. Euh, Ça veut dire qu'il n'est pas en sécurité, qu'il doit veiller à ce qu'il reste en vie, en fait. Donc, c'est les fonctions primaires qui vont dominer, comme la respiration, la circulation sanguine, le système cardiaque, pulmonaire. Le système reproducteur, ce n'est vraiment pas une priorité dans ce moment-là. Hmm. C'est pas le temps de faire des bébés, c'est le temps de survivre. C'est Même si on ça. n'est pas en état de survie, Oh oui, mais le le corps, cerveau, c'est ce qui enregistre quand même, là. c'est ça. Ouais. Donc, toute la cascade hormonale, hypothalamus, hypophyse, hormones sexuelles, c'est débalancé en fait, ce n'est pas priorisé. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des moments dans sa journée où on calme notre système nerveux, où on active le système nerveux parasympathique, qui est l'opposé, où lui, il s'active quand il est calme, quand il dit OK, c'est chill, je ne suis plus en mode de survie, je peux me détendre, baisser mes gardes et revenir dans les systèmes comme le système immunitaire, le système digestif, le système reproducteur. Donc, quand on sécrète du cortisol en continu, ben, nécessairement, on affecte notre cycle menstruel. Et c'est pareil pour les hommes, ça affecte aussi la qualité des spermatozoïdes. Quand on est trop stressé. Mhm. Mhm. Donc, OK. Donc, quand on parle de stress dans un parcours, dans un projet bébé, c'est c'est faux de dire t'es trop stressé, c'est pour ça que tu tombes pas enceinte, mais c'est plutôt de dire ben ton stress, en fait, ton niveau de cortisol est peut-être tellement élevé que là, ça crée des débalancements hormonaux
Et c'est peut-être plus là le problème plutôt que de juste dire, ah ben, en fait, c'est-tu faux ou c'est pas complètement faux, en fait, de dire, ah ben, t'es tellement stressé que c'est pour ça que ça marche pas. En fait, Ben, ça fait du sens. c'est pas complètement faux, mais on peut pas dire que c'est à cause de ça, parce que, Ouais. comme je disais, la fertilité est hyper complexe, puis il y a plein de gens qui sont stressés, puis qui tombent enceintes, Ouais. puis qui ont des enfants. Donc, Ouais. il y a tout ce problème au pourquoi elle, puis pas moi. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, ma façon de voir, c'est quand on est en essai bébé depuis un certain temps, et le stress augmente certainement. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles on peut travailler et ça, c'est prouvé que le stress a un impact. L'alimentation a un impact, l'hygiène de vie, le fait de ne pas avoir de carence, d'avoir tous nos nutriments nécessaires, c'est des petits plus qu'on rajoute à notre fertilité. Et comme on vient de voir, au niveau du système reproducteur et hormonal, le fait d'être stressé, ça a biologiquement, physiologiquement, un impact. Donc, c'est quelque chose qu'on peut travailler et ça ne peut qu'aider aussi à mieux vivre son parcours parce que c'est tellement intense. La charge mentale, déjà quand on est en parcours naturel, si je peux dire, mais en plus, quand on commence un parcours de PMA, c'est énorme la charge mentale, le stress qui vient avec. Et tout ça, ça exacerbe aussi les émotions, le fait qu'on dort mal. Et c'est une cascade, en fait, de plein de choses qui vont venir affecter la fertilité au final, Mhm. je pense. Mm. Mhm. Donc, dans les conseils que tu apportes à tes clientes, bien entendu, il y a la yoga fertilité parce que dans cette pratique-là, notamment, ben, ça permet de faire baisser ça permet de baisser le stress et donc de baisser la production de cortisol et donc d'éviter Mhm. des débalancements hormonaux ou d'en créer davantage. Euh, Parle-nous-en. Parle-nous du yoga fertilité que tu as donc découvert alors que toi, tu étais en parcours de procréation médicalement assistée. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence, les plus grandes différences entre ce yoga fertilité-là et du yoga plus traditionnel qu'on va pratiquer dans des centres de yoga, par exemple? Ben déjà, on va travailler, on va pratiquer en fonction des phases du cycle. Ça, c'est vraiment la grosse différence avec le yoga traditionnel. Puis même si je peux me permettre la différence aussi avec le yoga hormonal, qui est aussi très tendance en ce moment, le yoga fertilité est beaucoup plus doux. Le yoga hormonal est très dynamique. Je dirais qu'il n'est pas nécessairement adapté à toutes. Après, il est adapté à la phase folliculaire. C'est la phase où on peut être dans un yoga plus actif, plus dynamique. Parce que j'ai dit, c'est les estrogènes, on a de l'énergie, on a besoin de se dépenser et ça fait du bien au corps de mettre le corps en mouvement, de faire circuler l'énergie. Après, en phase lutéale, c'est un yoga qui est moins adapté parce qu'il est trop intense. On a besoin d'un peu plus de douceur en phase lutéale de façon biologique, naturelle. Et pour des femmes qui, comme ont de l'endométriose, le yoga hormonal peut accentuer l'inflammation. Mais pour des femmes qui souffrent de SOPK, qui sont en périménopause, qui ont des cycles irréguliers, le yoga hormonal peut aider parce qu'elles ont potentiellement besoin d'un peu plus d'action, un peu plus de remettre l'énergie en mouvement. Donc, ça dépend vraiment des femmes, mais en soi, le yoga hormonal, c'est aussi quelque chose que je vais enseigner en phase folliculaire, donc un yoga plus dynamique. Euh, Ici, le yoga hormonal travaille beaucoup avec des respirations très intenses comme Kapalabhati, où on rentre le ventre. Et ça peut, si c'est pratiqué à un corps qui souffre d'inflammation, par exemple, ça peut augmenter l'inflammation. Ça peut Hmm. aussi augmenter le pitta, ça, on va en parler plus tard dans les doshas, mais augmenter du stress dans le corps. Hmm. Il faut vraiment adapter. Puis moi, je suis là toujours pour guider les femmes que j'accompagne à quel meilleur yoga est adapté à elles. Mais en gros, le yoga fertilité, on travaille beaucoup l'ouverture du bassin. On désengorge tout l'appareil reproducteur, surtout quand on est assise toute la journée. On a les organes qui se compressent, la colonne qui se compresse. Il n'y a pas de place. La circulation du sang se fait mal, puis on peut avoir tendance à ballonner. Je sais pas, souvent en fin de journée, il y a beaucoup de femmes qui me disent, ah, j'ai l'impression d'être enceinte, mais juste parce que je ballonne. Même en fin de cycle aussi, on a tendance à plus ballonner, avoir des gaz, des sensations d'inconfort. Ça montre vraiment on a besoin d'ouverture et de inciter vraiment la circulation dans le bassin.
Puis, donc, en phase folliculaire, on va plus focuser le travail sur les ovaires. Donc, moi, je guide toujours dans mes séances des visualisations, des méditations guidées pour vraiment ressentir l'énergie. Euh, et en phase lutéale, là, on va plus focuser sur du réconfort, de la douceur, de l'apaisement. Et c'est aussi une période qui est plus intense, je pense, en tout cas de mon vécu, au niveau émotionnel. Qu'on soit en parcours de PMA, en protocole ou en essai naturel, on se demande si ça a fonctionné à ouvrir le corps, à se mettre dans une énergie plus fertile. Puis tu me disais aussi que tu prônes beaucoup, en fait, tu encourages beaucoup les femmes à ce qu'elles gardent ou à ce qu'elles aient des projets autres Mhm. que le projet bébé en parallèle de leur projet bébé, justement pour éviter cette déconnexion qui est si facile à faire avec soi ou pour tout simplement se perdre dans ce brouillard, dans cette complexité-là de l'infertilité. Donc, ben c'est ça. Pourquoi, selon toi, c'est si important de se garder passionné de se garder passionné, tout court, ouais. C'est une super bonne question parce que moi, en fait, je l'ai vécu. J'ai été envahie dans ce projet bébé-là. J'avais plus aucun projet. Tu sais, j'osais même pas m'acheter un jeans parce que je me disais, ah, mais si je tombe enceinte, je pourrais plus le mettre. Ah, ouais. Faut l'acheter, le jeans, Ouais, c'est ça. parce que finalement, j'aurais pu le mettre pendant 2 ans, ce jeans. Mhm. Je trouve ça important pour plusieurs points. Déjà, pour se sentir heureuse. On peut vite s'oublier dans le parcours, oublier nos besoins, notre joie de vivre. C'est dur pour le couple aussi. Des fois, il y a beaucoup de décalage entre l'homme et la femme. Donc, garder des projets communs de couple hors ce projet bébé pour continuer à avancer ensemble. Et le fait d'avoir des projets qui nous rendent heureux, ça nous fait sécréter des belles hormones du bonheur comme la sérotonine, l'endorphine, la dopamine, qui sont des hormones qui favorisent aussi tout l'équilibre du système hormonal. Donc, on veut rire, on veut avoir du fun, du plaisir, c'est vraiment important. Puis, ça aide aussi au cerveau à se mettre dans une énergie de bonheur. Quand on repense toujours à des pensées négatives. De toute façon, le cerveau nous amène naturellement dans ces pensées négatives-là. Il a été il a évolué comme ça. C'est plus difficile pour le cerveau de se mettre dans des pensées positives. Mais quand on y arrive, ça joue aussi tout sur le système nerveux. Quand je parlais de système nerveux sympathique, parasympathique, tout est connecté en fait, vraiment. C'est incroyable. Donc, le fait de visualiser, se visualiser maman, visualiser avec son enfant, visualiser un test positif, comme si Hmm. ça s'était passé en fait. Mhm. Le cerveau comprend, lui, que c'est ce qui se passe. Lui, il fait pas la différence entre le passé, le futur. Le vrai du faux. Oui, exactement. Donc, quand on programme son cerveau en mode positif, et lui, il vous amène nécessairement à être dans une énergie beaucoup plus positive, plus légère, plus ouverte. On n'est pas dans la résistance, dans le combat qu'on entend beaucoup en parcours de fertilité, les guerrières. Le Mhm. le combat, pour moi, ça, c'est fermeture, en fait. Là, moi, ce que j'amène, c'est vraiment de s'ouvrir. Et j'avais une idée que j'ai oubliée. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas très grave en fait, mais c'est vraiment de travailler justement à cette neuroplasticité qu'on appelle. Ouais. Je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire parce que ça fait une super belle connexion, ben, un beau parallèle avec un autre épisode qu'on a fait. Je sais pas si tu l'as écouté, mais c'est l'épisode avec Eugénie Jalbert qui justement Ouais. nous parlait entre autres de programmation du cerveau et qui nous expliquait à quel point c'est important de se visualiser, pas juste oui se visualiser dans son projet bébé, mais se visualiser dans ce qu'on veut atteindre, dans ce qu'on veut accomplir dans la vie. Et je trouve, j'avais le gros sourire quand tu disais ça parce que j'étais comme, tout est dans tout, tu sais, tout est Ouais. interconnecté. Puis je pense que quand on y croit, puis quand on saisit ça, là, le sens de programmer son cerveau, puis quand on saisit aussi la puissance du cerveau, euh,
on peut vraiment atteindre, ben c'est ça, de très grandes et de très belles choses, tu sais. Fait Ouais. que merci de nous avoir fait ce rappel-là. Ben c'est ça, que le cerveau ne distingue pas le vrai du faux, ce qui fait partie de la réalité ou de l'imaginaire, puis que ben on peut lui faire croire ce qu'on veut à notre cerveau. Pourquoi pas opter pour des choses positives plutôt que d'y faire croire des choses négatives, tu sais. Ouais. Fait Puis que oui, vas-y, excuse, qu'est-ce que tu allais je dire? vais juste dire qu'on a le droit d'être heureuse, même Ben si on oui. a un parcours difficile. Les deux ne vont pas sans l'autre, puis on peut s'accorder des moments de bonheur où on lâche les trucs qui nous prennent la tête. Tu sais, des fois, on se met beaucoup de pression de devoir faire ci, faire ça, faire ma pratique de yoga tous les jours, faire Mhm. tac, 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 mais des fois, il faut juste se foutre la paix. Faut se foutre la paix. Je suis vraiment d'accord avec toi, Véronique, mais je dois dire que quand on est en plein dedans, c'est vraiment pas Ouais. si facile que ça à faire. Puis je pense que... Puis tu sais, là, moi, je le dis parce que je pense vraiment que j'ai réussi à me rendre à cette étape-là où je suis capable d'être heureuse à l'extérieur du projet bébé ou que je suis capable. En tout cas, j'essaie vraiment d'accepter mon chemin de plus en plus parce que justement, la vie, elle est belle malgré tout et on en a juste une et pourquoi pas la vivre pleinement, tu sais, puis pourquoi pas savourer justement les autres choses qui entourent ce projet-là. Fait que je veux juste dire que si vous écoutez cet épisode-là puis que vous êtes dans une phase de votre vie où il y a rien d'autre qui vous rendrait heureuse à part d'avoir un bébé, ben c'est correct. Puis, tu sais, comme vivez les émotions que vous avez à vivre à ce moment-ci, mais essayez justement de ne pas trop vous enfoncer puis de pas trop vous laisser emporter par vos émotions qui sont justement si souffrantes. Parce que, ben, je vous le jure que la vie ne se définit pas que par ça. Ouais. Vous ne vous définissez pas que par ce projet-là. Donc, mais je le sais. Je le sais que c'est un long parcours, que c'est un parcours qui est difficile, que c'est un cheminement qui demande extrêmement de résilience et d'acceptation et de travail sur soi. Mais lâchez pas. En gros, lâchez pas. Puis si vous avez besoin d'être outillé, ben Véronique est là pour vous accompagner vraiment en douceur puis en bienveillance dans ce parcours qui est possiblement la chose la plus difficile de votre vie. Ouais. Donc, Véronique, là, dans tes accompagnements, justement, dans ton offre de service, il y a la yoga fertilité. On dit-tu là ou le yoga fertilité? Oh my God. Moi, je Grosse dis le question. yoga fertilité, mais tu sais, il y a des gens qui vont dire fertilité yoga, yoga de la fertilité. OK. Honnêtement, On s'en fout, en autant que yoga vienne avec fertilité. c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, tu as du yoga fertilité mais tu as aussi tout un enseignement par rapport à la naturopathie ayurvédique. Qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda? Ah oui, ça va faire plaisir de vous parler de ça. L'Ayurveda, déjà, c'est une médecine indienne ancienne de plusieurs milliers d'années qui a fait ses preuves quand même au fil des ans, mais qu'on se questionne, ben, je peux, en tant que plus moi, mais que je me questionnais avant, mais comment la médecine indienne peut s'adapter à nous euh, dans un monde plutôt occidental. Et avec les années, on l'a adapté en fait. Donc, c'est important de comprendre ça. Ça s'adapte très bien à notre mode de vie occidental. Euh, L'Ayurveda, elle va permettre de guérir des maladies, mais aussi de les prévenir. Donc, c'est une médecine holistique qui va travailler autant au niveau physique, psychologique, émotionnel, spirituel, énergétique, pour veiller à avoir une bonne santé. Euh, L'Ayurveda, je vais tout de suite passer par la digestion, en fait, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clientes, c'est que l'Ayurveda considère que les maladies commencent avec la digestion. Quand on a une mauvaise digestion, les maladies commencent à s'installer. Donc, la base de l'Ayurveda, c'est de travailler la digestion. Et souvent, des fois, on entend l'expression on est ce qu'on mange. Mhm. Ouais, tu as déjà entendu. Mhm. En Ayurveda, on va dire on est ce qu'on digère. Parce Hmm. que on a beau manger des super aliments,
si on les digère pas, ben on les mange, ils sortent Ouais, direct. c'est On les ça, OK. absorbe pas. OK. Donc, de là l'importance de la digestion. Et quand on digère bien, ben, on n'a pas de carence, on n'a pas de toxines, ou presque, on a toujours un peu de toxines, mais on n'a pas de toxines, on a un bon système hormonal, on a un bon système immunitaire, on a un bon système reproducteur. En fait, tous les systèmes fonctionnent bien. Et c'est quelque chose qu'on va travailler en priorité. Moi, je vais évaluer la capacité digestive ou le feu digestif d'une personne. On l'appelle l'Agni en Ayurveda. Et il faut savoir sur quoi on devait travailler. Et par exemple, je vais demander comment sont les selles, le caca. Comment est le caca? Est-ce qu'il est sec, mou, odorant, détaché, flotte? Mais là, moi, je Ou t'arrête ici, Véronique, parce que le caca, là. Des fois, tu te dis, est-ce que tu as des selles odorantes? Mais qui a pas de caca qui pue pas? Moi, je pensais que le caca, ça puait, là, tout court, tout le temps, là. Ben, il y a des cacas qui puent plus que d'autres, OK, vraiment. mais je veux dire, comment je suis supposée, moi, pour faire savoir, est-ce que mon caca, il pue plus que celui de quelqu'un d'autre ou il pue Ben, normal? si tu fais caca puis tu dis, oh, il faudrait que j'ouvre la fenêtre, ou quelqu'un qui rentre dans la salle de bain dit, tu devrais ouvrir la fenêtre, ben là, ça pue. Ouais. OK. Moi, ça, Si tu tu vois, fais... je pensais que c'était comme la normalité des choses, là. Non, non. Ah, ouais. Ouais, avec un caca qui pue, là, puis qui te dit, oh, oh, qu'est-ce que j'ai mangé hier? Ben, ouais, ça, c'est quand même une selle qui n'est pas optimale. Une Ah, selle ouais. optimale elle va être en forme de banane, va être lisse. Donc, pas de morceaux, pas de petits morceaux, pas d'effilochés, elle va vraiment être lisse, va être en une partie. Elle ne va pas flotter. Puis elle ne va pas sentir ni faire de traces, soit sur la cuvette ou soit sur le papier. En fait, oui, on peut faire un peu de traces, mais tu Oui. n'as pas besoin de t'essuyer les fesses là, avec Pendant deux plus. heures, là. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. OK. Puis un caca, par exemple, des petites crottes de lapin qui flottent, ou au contraire, un caca qui est en petits morceaux effilochés, qui chauffe un peu, qui sent fort. Ça, c'est des signes que le transit n'est pas optimal, qu'il y a probablement des problèmes au niveau de l'assimilation des nutriments. Hein. Puis là, ça Mhm. voudrait-tu dire une problématique au niveau de l'assimilation des nutriments? Est-ce que ça peut être causé par un déséquilibre hormonal? Oui, tout à fait. En fait, je dirais plus que c'est la digestion qui va influencer Attends un peu, il faut que je réfléchisse. C'est parce qu'en fait, comme tout est relié, moi j'aurais plus tendance à dire si tu as une mauvaise digestion, ça va impacter Les hormones. ouais, tout ce qui OK. est régulation hormonale. OK. Parce que c'est la base, en fait. Mais Mais, c'est sûr que si tu as un débalancement hormonal, tu peux avoir une mauvaise digestion. OK. Ouais, ouais, OK, OK. Fait que, OK, bon. L'un peut être aussi vrai dans un sens que dans Ouais. l'autre, là. OK. Par exemple, le cortisol, l'hormone du Ouais. stress, ça va affecter ta digestion. Et c'est Fait que- sûr que tu vas avoir moins bonne assimilation si t'es stressé, en fait. puis, si nous avons une mauvaise digestion, puis là, je vais peut-être trop vite, là, mais si nous avons une mauvaise digestion, comment est-ce qu'on fait pour la réparer? Oui, ben ça, il y a plein de choses. Ben, en fait, ça va m'amener vers les doshas. Donc, les doshas, c'est les énergies biologiques qui gouvernent notre environnement, notre corps. Il y a trois doshas, le dosha Vata, Pitta et Kapha. Et donc, on est toutes constituées de ces trois doshas, mais on a des doshas qui sont plus dominants que d'autres. C'est ce qui crée notre constitution qu'on appelle en Ayurveda. OK. Pardon, on est avec une constitution. Et au fil de notre vie, il y a des déséquilibres qui s'installent, des maladies, des maux, des douleurs, des problèmes de fertilité, qui vont être liés à des débalancements de nos doshas. Donc, on peut avoir deux doshas, un dosha ou trois doshas dominants. Donc, pour ça, moi, je vais passer 90 minutes et plus avec une personne pour essayer de comprendre c'est quoi ses doshas dominants, sa constitution et c'est quoi ses déséquilibres. Sur quoi on doit travailler pour ramener une bonne digestion, pour avoir une bonne fertilité, une bonne santé globale en fait. Et donc déjà, je vais poser beaucoup de questions et je vais essayer de voir en fonction des doshas quels sont les dominants. Donc si je présente les trois doshas,
Le premier dosha, c'est le vata. C'est lui qui est associé aux éléments air et éther. Donc, il est très volatile, très léger, et c'est lui qui régule le mouvement dans le corps. Puis, je veux dire, les doshas, on les trouve aussi dans les saisons, dans le cycle circadien aussi. Donc, c'est vraiment partout. Mais dans notre corps, c'est vraiment lui qui s'occupe du mouvement, comme la respiration, la circulation sanguine. Euh, une personne qui a une dominance Vata, c'est une personne physiquement qui est plutôt maigre, euh, qui a une tendance à avoir de la sécheresse, cheveux secs, peau sèche, ongles secs. Elle a tendance à avoir, en termes de troubles digestifs, plus des ballonnements, des gaz, des selles sèches, donc selles crottes de lapin, ou même jusqu'à la constipation. Hmm. Au niveau du cycle menstruel, elle a plus tendance à avoir un cycle court ou irrégulier, peut avoir aussi un débalancement au niveau progestérone, peu de sang, ouais. Donc un cycle aussi, peu de saignements aussi, ouais, c'est ce que je disais. Quand tu parlais de Puis, sécheresse là, pour le Vata, est-ce il y aurait aussi de la sécheresse vaginale, par exemple? mhm, Sécheresse ouais, buccale aussi, mhm, oculaire? mhm. Tout Ouais, ça, là, tout. tous les tissus sont secs, ouais, OK, OK. ouais, La peau ouais, aussi, puis tout. ouais, OK. exactement. On peut le retrouver aussi chez le Pitta, aussi la sécheresse. Donc, il faut voir, elle est associée à quoi, mais si on ressent beaucoup de nervosité, d'anxiété, de tristesse, on passe d'une idée à l'autre, on est vraiment très volatile dans nos pensées, dans nos gestes, on a des difficultés de sommeil. Ça, c'est vraiment des signes d'un vata très fort, même en excès. Hmm. Puis le pita, lui, c'est lui qui est associé aux éléments feu et terre. Donc le feu, on sait que c'est chaud, en fait. Le pita est quelqu'un qui a chaud. Le vata et le kapha ont froid, les extrémités froides. Problème de circulation, surtout chez le vata. On a parlé de la circulation sanguine. Le pita, lui, il a chaud, il transpire, il est odorant. Côté physionomie, il est dans la moyenne. Il y a une corpulature, en tout cas, Corpulence? corpulence Oui. moyenne. Il muscle facilement. Il est équilibré. Le visage est équilibré. Il n'y a pas un bout de bouche plus long ou le nez est lisse. Il est vraiment dans la moyenne. Ouais. Puis, il a tendance à avoir plus des émotions chaudes comme la colère, la jalousie. Il va exploser plus facilement. C'est des personnes qui sont très leaders, qui aiment avoir de l'attention, qui aiment parler, besoin de sport extrême, de se dépenser. Et au côté digestion, il va avoir plus tendance à avoir des reflux gastriques et des selles molles, odorantes, détachées. Puis, au niveau du cycle menstruel, plutôt de la ménorrhagie, un cycle moyen, mais avec beaucoup de sang, puis des douleurs. Il peut avoir des douleurs aussi. Et le déséquilibre estrogène-progestérone est possible aussi chez les pitants en Hmm. excès. Je pense que c'est ça. Puis côté kappa, lui, c'est lui qui est associé aux éléments eau et terre, donc des éléments lourds. Le kappa est lourd. C'est lui qui s'occupe de toute la protection des organes. Euh, j'ai oublié de le dire, mais le pitta, lui, c'est vraiment la transformation. Tout ce qui est digestion, système hormonal, c'est lui qui va gérer ça. Le kappa, il est vraiment dans la protection des organes. Les personnes pitta ont donc tendance à avoir une bonne masse corporelle, ont tendance à prendre plus de poids facilement. C'est des personnes qui ont de la misère à se mettre en mouvement, beaucoup d'énergie, dorment énormément. Les pitas, Par contre, ça? non, les kappas. Ah, les kappas, OK. Kappa. OK. Oui, je suis passée au kappa. OK, pardon. C'est parce que t'as comme redit pita. Fait que là, j'étais comme, on est t'es revenu au Ah, pita. Fait que là, pardon. j'étais comme, OK, OK, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Donc, le kappa, c'est lui qui est vraiment lié au corps, à la protection des organes. Donc, comme je disais, c'est les personnes qui ont tendance à prendre un peu plus de poids et avoir de la difficulté à le perdre. Euh,
léthargie, difficulté à se mettre en mouvement. C'est des personnes qu'on doit motiver, donner un coup de pied dans le derrière. Mais une fois qu'ils sont lancés, ils ont beaucoup d'endurance. Le Vata, lui, est très actif, mais il va avoir tendance à perdre son énergie facilement. Le Pitta, lui, ça va, mais le Kapha, le troisième, lui, il a beaucoup d'endurance une fois qu'il est lancé. Côté digestion, il va avoir un métabolisme lent, donc une digestion très lente. Il peut avoir tendance à avoir des ballonnements, tendance à accumuler de l'eau aussi dans le corps. Puis en termes de cycle, il va avoir un cycle plus long parce qu'il est lent. Il peut avoir beaucoup de sang, puis prise de poids, gonflement du corps en termes de SPM. Puis le SOPK est souvent associé à un déséquilibre kappa, des personnes qui ont une dominance kappa. Donc voilà, j'ai sûrement oublié plein de choses, mais en gros, c'est ça. Puis là, une fois qu'on a trouvé notre composante de dosha, là, donc que ce soit à part égale ou qu'on en ait un, deux ou trois ou peu importe, bref, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là, puis qu'on sait quel dosha au pluriel ou au singulier on est? Donc, on va adapter son hygiène de vie, son alimentation à ces déséquilibres qui sont présents pour essayer de revenir à son équilibre, à sa constitution. Donc, par exemple, une personne Vata, qui est en excès Vata, qui est très hyperactive, dans l'anxiété, stressée, qui n'arrive pas à se poser pour se détendre. Et là, on va intégrer des rituels qui vont l'amener à se détendre, en fait. On travaille toujours sur les qualités opposées en Ayurveda. Donc, si tu as beaucoup de sécheresse, ben, on va hydrater le corps. Donc, c'est plutôt Mhm. logique dans un sens. Ouais. Donc, pareil, si tu es toujours tendance à être hyperactive, ben, ce qu'on va amener, c'est de l'apaisement. Donc, on va inciter la personne à ralentir, à avoir un yoga qui permet de l'ancrage, par exemple, des postures d'ancrage. On va travailler vraiment le transit avec de nourriture qui est plus onctueuse, plus lourde, euh, plus crémeuse en fait. Je pense par exemple à la patate douce, aux légumes de terre parce qu'on veut ramener de l'élément terre dans le vata. Puis les plantes aussi qui vont vraiment aider, des plantes nervines à calmer le vata. Voilà, donc pareil pour le pitta, le kapha, on va travailler avec des qualités contraires pour les apaiser. Puis là, dans le fond, de ce que je comprends, c'est qu'une fois que avec toi, par exemple, on a justement déterminé nos doshas, on a déterminé quel changement on doit apporter à notre alimentation principalement, mais aussi à notre hygiène de vie en général, on va observer des changements à quel niveau corporel, digestif? C'est quoi les plus grandes manifestations qui se produisent après qu'on ait apporté des changements pour essayer d'équilibrer notre dosha? Ben, assez rapidement, on va vivre des changements digestifs. Donc, Rapidement comme quoi, là? Genre un ah, mois, deux mois? plus rapide. Oh, ouais, la digestion, ça peut être assez vite si on ajuste. De toute façon, les selles, ça réagit en Ouais. fonction de ce qu'on mange beaucoup. Donc, si on modifie son alimentation, ben, rapidement, on peut voir des changements. Après, il y a des choses qui prennent plus longtemps. On calcule toujours 3 mois environ avant de vraiment voir des changements profonds. Ouais. Je parle de changements hormonaux, par exemple, de Mhm. changements en termes de système immunitaire. Ça prend le système reproducteur aussi, travailler Mhm. tout le côté endomètre, régulariser le cycle. Ça se fait pas en 2 semaines. Mais rapidement, ce qu'on peut sentir, c'est la digestion, puis aussi comment on se sent. Si je suis très vata, je prends beaucoup l'exemple de vata parce que moi, je suis très vata. Je suis vata pitta. Donc, j'ai besoin de m'apaiser et de prendre des moments dans ma journée pour me détendre. Et si je ne le fais pas, j'ai des problèmes de sommeil, j'ai des changements au niveau de mes selles, j'ai des gaz, plein de choses qui se passent. Et donc, ce que je vais ressentir rapidement quand je prends du temps pour m'apaiser, c'est que je me sens mieux, je me sens moins éparpillée. En fait, à chaque déséquilibre qu'on va trouver, on va essayer de bien sûr trouver le dosha dominant, puis
En fait, je pense à l'endométriose parce que c'est un sujet qu'on voulait discuter, Oui. qui est pas simple à traiter en Ayurveda parce qu'il peut provenir des trois doshas. En fait, les trois Hmm. doshas sont impliqués dans l'endométriose déjà par le mouvement des tissus endométriaux dans le corps ils migrent à l'extérieur de l'utérus. Il y a aussi le fait que des fois, ben, il y a de l'inflammation. Donc ça, c'est tout le côté pitta, l'inflammation dans l'endomètre, puis aussi le côté kapha, qui est la croissance des lésions qui peuvent augmenter dans le temps. Donc, il faut vraiment venir travailler ces trois doshas, mais essayer de voir lequel est plus dominant ou lequel est à traiter en priorité et où est la source de l'endométriose, en fait. Pourquoi on a de l'endométriose? Donc ça, c'est le côté un peu plus difficile à trouver. Mais de base, on va traiter l'endométriose en diminuant l'inflammation, en gérant mieux le stress parce que les symptômes s'exacerbent beaucoup avec le stress. Travailler, ouais, c'est ça, l'alimentation par des aliments anti-inflammatoires, puis vraiment d'essayer de réguler les hormones aussi. Donc, quand tu as des clientes, là, des nouvelles clientes qui viennent vers toi justement parce qu'elles sont intéressées par tes services, ça va être quoi? Bon, j'imagine que tu vas leur poser justement plein de questions. Là. Tantôt, tu as parlé d'une rencontre de 90 minutes pour explorer justement quel dosha elle a, ou ouais, c'est ça, elle a, la cliente. Mais ça serait quoi les premiers conseils ou les premiers changements que tu vas lui suggérer de mettre en place suite à cette rencontre-là ou suite au constat que vous allez avoir fait ensemble? Ben déjà, il faut savoir s'il est en protocole ou va commencer un protocole de paiement rapidement ou pas, parce que ça joue sur mes recommandations, par exemple, en phytothérapie. Donc, ça, c'est quelque chose à voir. Aussi, si elle a eu des dosages hormonaux déjà faits. Donc, ça m'aide aussi Tu veux dire des à prises de sang, là? des prises de sang, Oui, ouais. OK. Donc, à vraiment mieux faire mon diagnostic. Et après, je fais mon bilan. Donc, dans chaque bilan, beaucoup de pages. Des fois, ça peut faire peur. Mais ce que je dis toujours, c'est de commencer par ce qui est plus simple pour elle, parce qu'on ne peut pas changer tout d'un coup. Ce n'est Ouais. pas viable à long terme. Mhm. Donc, le but, c'est dans toute la liste de choses que j'énumère en termes d'hygiène de vie, c'est de commencer par celles qui sont plus parlantes. En Ayurveda, on parle beaucoup de nettoyage du corps. Donc, le matin, on commence à nettoyer la langue, la bouche. C'est vraiment la priorité. On n'ingère rien avant d'avoir une bouche propre. Ah! Et Fait qu'il faut se brosser les oui, dents en se levant. ouais, on se gratte la langue avec un gratte-langue. Ouais, J'ai jamais entendu ça. Ah! ouais, en fait, la nuit, il y a plein de bactéries qui montent dans la bouche. C'est des Ouais. bactéries qui sont évacuées. Donc, si tu les ravales, ben, c'est pas super, en fait. Puis, je peux te garantir que quand tu commences à laver ta bouche, tu peux plus t'en passer. Ah! Tellement agréable. Vraiment, Oui! moi, Ouais, ouais, ouais. Tu bois Vite de ton même, eau. là, vite de même, me dire, là. L'expérience de me gratter à la langue, ça sonne pas si agréable que ça. Je vais te le dire, ben honnêtement, là. Ça va me prendre l'expérimentation à soi pour te dire, oui, Véronique, t'as raison. Oui, ben essaie. Tu peux le faire au Ouais. début avec une petite cuillère. OK. T'enlèves les dépôts, genre tu passes 4, 5, 6, 7 fois. Tu vas voir, il y a des dépôts sur la langue. Et OK. ça, le dépôt, ça nous indique aussi beaucoup de choses. S'il y a la Ah. présence de toxines, s'il y a des déséquilibres kappa, va être plus jaunâtre, même brunâtre, pitta aussi. Euh, et aussi, toute la langue, ça nous indique plein de choses. Je regarde aussi la langue de mes patientes parce qu'on peut voir s'il y a des problèmes de malabsorption, s'il y a des traces de sécheresse, si la colonne vertébrale, on voit tous les organes sur la langue. Voyons donc. Mhm. Ouais, en médecine traditionnelle chinoise aussi, ils regardent beaucoup la langue et le Oui. pouls. On ne peut pas Oui. faire le pouls à distance, Non. mais ça aussi, les ongles, les yeux, il y a plein de choses qu'on peut voir. Incroyable. Ouais. Et donc, ouais, nettoyage buccal, priorité numéro un. On peut laver les yeux aussi. Laver Euh, les yeux. ouais, laver Je- les yeux, le nez. Ouais, Mais moi, je le les fais yeux, pas, je fais ça comment? Je me spray de l'eau dans les yeux? Je comprends pas. mais avec de l'eau, en fait. Mm. Juste Moi, comme ça, là. On se frotte les yeux un petit ouais. peu avec de l'eau, là, comme, là. J'avoue que je suis pas très familière avec ça parce que Ah, je le fais pas. OK. Il y a le nettoyage du nez aussi. Mais ça, il faut faire attention à nettoyer le nez avec de l'eau salée. Ça peut assécher beaucoup les parois nasales. OK. Donc, moi, je ne peux pas le faire tous les jours, sinon c'est trop sec. Uh-huh. Puis, on met aussi de l'huile de sésame. En Ayurveda, on travaille beaucoup avec l'huile de sésame.
Donc, huile de sésame dans le nez, dans les oreilles et aussi avant de laver ses dents, donc après avoir gratté la langue, on se fait un bain d'huile de sésame ou d'huile de coco, dépendamment des doshas, pour venir activer le système digestif. Ça aide aussi tout à l'hygiène buccale, aux bactéries, aux caries. Donc, ça a vraiment des bienfaits assez impressionnants. Ça blanchit les dents aussi. Et après, une fois qu'on a gardé cette huile-là environ 5 minutes, on la crache, puis on se brosse les dents. Et après, on prend notre eau chaude pour venir vraiment travailler à activer encore une fois le système digestif. Ça peut être une eau chaude avec un peu de citron. Quand on n'est pas trop pita, quand on est un peu trop pita, on prend de la lime ou du citron vert. Puis on vient hydrater le corps. Le corps n'a pas bu d'eau pendant 8 heures, si on peut dire. Donc, il a besoin d'eau. OK, t'as Et peu, là, parce que là, tout ce que tu nous expliques, c'est juste le matin. oh, c'est juste là, c'est les 5 premières minutes. Ben ça prend combien de temps de tout faire ça, là, le matin? Ben, c'est ça, là, je te dirais 5 minutes. Puis 5 minutes. pendant ton eau chaude, ce que moi j'aime bien conseiller si c'est quelqu'un qui a des problèmes de transit, c'est de s'asseoir par terre dans une position de compression. Donc, on s'assoit le dos au mur, puis on Hmm. ramène les genoux comme ça. Ah, vous ne me À voyez sa pas, mais poitrine. ouais, les genoux près de la poitrine. Puis OK. ça aide vraiment au mouvement, à activer Apanavayu. Apanavayu, c'est le mouvement descendant du corps. C'est lui qui crée aussi, qui stimule aussi les menstruations, l'accouchement. Donc, on vient stimuler ça pour avoir un beau caca dès le matin, idéalement avant de manger, mais bon, Oui. c'est pas toujours possible. Mais déjà, juste se mettre dans cette position de compression-là, on répète ça pendant quelques jours et le système finit par comprendre qu'il y a le temps de faire le caca. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on commence notre journée, tac, 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 Uh-huh. tac, mais direct on active direct notre système nerveux sympathique, mode urgence, mode Ouais. stress. Et le corps, il fait pas son caca. Ouais. Il est pas bien, il a pas le temps, il est pas détendu. Il est déjà en mode d'urgence. Donc, commencer doucement son matin, peut-être en se levant peut-être 15 minutes plus tôt. Puis si on a le temps, on fait une petite méditation, une petite séance de yoga. Après ça, c'est extra. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, ce que je comprends, mais de commencer sa journée apaisée et de finir sa journée apaisée, c'est vraiment, vraiment important pour réguler son système nerveux et son système hormonal. Puis là, une fois qu'on a bu notre tasse d'eau chaude, là, avec le dos au mur, les genoux à la poitrine, on peut-tu boire du café? Hmm, Ah, c'est ça. C'est parce que là, le café, c'est inflammatoire, là. inflammatoire, C'est c'est très acide. empêchant, ça fatigue les surrénales aussi. Ouais, ça a vraiment des gros points négatifs de boire le Mhm. café à jeun. Si on veut boire un café, on le boit après le déjeuner, le petit Après. déjeuner. OK. Ouais, une fois qu'on a déjà mangé. Mais à jeun, je déconseille Puis du fortement. matcha, Je- même Même tout ce chose? qui est ouais, théine, caféine, ouais, OK. c'est trop vite en fait pour. OK. Tu sais, t'as le ventre vide, puis déjà, c'est pareil, système nerveux. OK. Tac. On active direct le corps. Si on veut boire une boisson chaude, on peut boire une boisson épicée, comme un chai. Mhm. Ou juste après son eau chaude, attendre quelques minutes et manger. Ouais, OK. manger, très important. Manger le matin. OK, bon, fait que là, j'ai une nouvelle routine matinale à Oui! adopter. Seigneur, il va falloir que je m'achète un grattoir à langue. Mais là, t'as peu te dit de l'huile de sésame dans les oreilles. Ah oui, juste un petit peu, en fait, tu mets un petit peu d'huile dans ta paume de main ici, tu frottes Ouais. avec tes doigts, puis tu le mets ici. Ça empêche de faire des bouchons de cire. C'est pas tout le monde qui fait des bouchons de cire. Moi, j'ai tendance à en faire. Donc, le fait de venir hydrater l'orifice ici, ça fait en sorte que la cire s'évacue mieux de mes oreilles. OK. Fait que c'est juste comme à l'entrée de l'oreille, là, du Ouais, trou de exactement. l'oreille, C'est là. vraiment ici, là. OK, OK, OK. Puis on n'en Pareil met dans les pas, narines. puis on n'en met pas beaucoup, là. C'est juste pour dire que c'est huilé un petit peu, là. Exactement. C'est vraiment, OK. on frotte le petit doigt. Puis moi, après, je frotte avec un Kleenex pour enlever l'excédent, pour pas avoir les cheveux trop gras aussi. Mais ouais, donc c'est ça. Il y a beaucoup de choses, là. On a juste parlé d'un petit peu du matin, mais si je peux continuer après, c'est de manger à des heures régulières et d'essayer Mhm. de ne pas grignoter tout le temps. Le système digestif a besoin d'une pause
entre les repas. Après, si on a une tendance Vata et Pitta, on a besoin de plus manger que le Kapha. Donc, une collation, goûter après 3 heures après notre repas, c'est OK. On a besoin d'énergie, puis des fois, on a des downs aussi, ouais, c'est ça, des baisses d'énergie. Donc, le fait de manger un petit peu, ça aide à avoir un petit boost. C'est juste qu'il ne faut pas grignoter en continu. Ça, c'est côté feu digestif, ça l'affaiblit beaucoup le feu digestif, en fait. Toi, tu travailles, ben, tu es en Europe. Là, je crois que tu as une clientèle québécoise et une clientèle européenne. C'est quoi le pourcentage de ta clientèle québécoise versus européenne? Quand même plus Ah française. oui! Ouais, je dirais probablement 70% française. Après, j'ai des Suisses, j'ai des Belges, OK. j'ai des femmes qui viennent aussi. J'en ai une d'Australie, mais ils sont francophones en OK. fait. Des îles aussi françaises et quelques Québécoises aussi. OK. Ouais. Ah ouais, fait que majoritairement en Europe. Ouais, je pense que c'est une question aussi de décalage horaire, parce que parfois Mhm. je fais des cercles de femmes ou des lives qui sont Hmm. malheureusement sur des heures difficiles au Québec. Donc ça, c'est Hmm. vraiment plate. Mais en gros, tout ce qui est la plateforme avec mes séances de yoga fertilité, le fait de notre communauté, les échanges, Ouais, les conseils ayurvédiques, ça, tout le monde peut les faire, peu importe le ouais. continent, l'heure, c'est accessible à tout en fait. Ouais, c'est ça, parce que tes séances de yoga sont comme sont pas en live, là, sont en replay, en rediffusion. Fait qu'on Ouais, peut naviguer ta plateforme en ligne puis peser sur play au moment qui nous convient, là. ouais, Ouais, c'est totalement. ça. OK. J'avais envie de te poser une question, mais je pense pas que par rapport à. Parce que vu que t'as pas un très grand nombre, en fait, que ton nombre de clientes est plus élevé chez les Européennes que chez les Québécoises. Moi, je me demandais si les Québécoises que tu as comme clientes, les diagnostics qu'elles ont. Tu sais, mettons, quand il y a une Québécoise là, qui débarque dans ton bureau virtuel, puis qu'elle te Mhm. dit, ah, moi, mon diagnostic médical, c'est ça, diagnostic d'infertilité, c'est ça. Est-ce que souvent c'est le bon diagnostic ou tu peux trouver avec la cliente des suspicions sur peut-être autre chose ou ouais. Est-ce que ça peut arriver? Ben, en fait, quand il y a un diagnostic d'SOPK ou d'endométriose, ça, ben, tu sais, je peux pas, je me fie à ce que c'est ça, Ouais. là, en fait. OK. Par contre, quand on parle d'infertilité inexpliquée, c'est là où Ça te sonne des cloches. oui, parce qu'on peut, selon moi, on peut expliquer l'infertilité inexpliquée justement quand on prend le temps d'analyser les déséquilibres d'une personne. Euh, et ça, on peut le voir assez vite avec des prises de sang, puis même en se rendant compte de comment est la personne, en fait, au niveau de ses selles, au niveau de ses cheveux, de sa peau, de sa langue. Rapidement, au niveau de fatigue aussi, le faire, quelqu'un qui est très, très fatigué, moi, je dis, ah, OK, mais ça serait peut-être bien peut-être faire une prise de sang pour vérifier si tu fais pas de l'anémie ou même avant de faire de l'anémie, ton taux de fer, il est comment, en fait? Donc, je vais guider les femmes à faire un peu plus de mesures. Puis, côté infertilité expliquée, comme je disais, ben, on peut expliquer beaucoup de choses avec la digestion, avec un système immunitaire affecté, avec des problèmes au niveau sanguin, au niveau de la circulation sanguine, avec des antécédents familiaux aussi, et aussi avec des blocages émotionnels, des traumatismes. Beaucoup de choses se logent dans le bassin. Donc, Hmm. c'est des choses les mémoires transgénérationnelles aussi, Mhm. des choses qu'on ne voit pas nécessairement en parcours médical, mais que moi, j'encourage à aller voir pour, ben, justement, pour travailler à libérer des choses qui peuvent nuire, en fait. Toi, tu dis des choses qu'on ne voit pas nécessairement. Moi, j'ai envie de dire des choses qu'on ne voit pas du tout en Ouais, du parcours tout. médical, Mhm. je veux Ah, dire, conventionnel, ouais. là. Ouais. C'est sûr qu'il y a des personnes qui arrivent à avoir des psychologues qui sont spécialisés en fertilité ou qui peuvent creuser un peu plus Oui, là-dessus. Mais encore là, c'est une minorité parce qu'il y a ouais, tellement pas de place disponible, c'est un autre problème. exact. Mais ouais. Mm. Là, j'ai comme envie de revenir aux ovaires polykystiques et l'ovulation.
je me rends compte qu'il y a une question que je voulais te poser puis que je viens de la voir, là, puis je te l'ai pas posée à ce moment-là quand on en parlait. Mais les femmes qui ont des ovaires polykystiques, tu sais, on a beaucoup parlé des signes là, pour repérer l'ovulation, la glaire, la température, etc. Les femmes qui ont des ovaires polykystiques, OK, oui, souvent, on va s'arrêter au fait que la femme a des longs cycles menstruels pour dire ah, OK, oui, elle a le SOPK. Mais c'est pas toutes les femmes qui ont un SOPK ou qui ont des ovaires polykystiques qui ont des règles, des cycles anovulatoires. Tu peux très bien avoir des ovaires polykystiques et avoir des cycles menstruels très réguliers et repérer facilement ton ovulation à tous les mois. Toutefois, je crois qu'il y a, ben c'est ça, tu me corrigeras si c'est faux, mais je crois que dans ces cas-là, donc des femmes qui ont des ovaires polykystiques et qui repèrent leur ovulation, en fait, peuvent penser qu'elles repèrent leur ovulation parce qu'elles ont justement de la glaire, mais il n'y a pas d'ovulation en fait. C'est quoi ce phénomène-là qui se passe pour que le corps nous dise girl, t'ovules, mais que finalement, on n'ovule pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce phénomène-là? Ben, c'est ça, en fait. Les ovaires polykystiques, c'est qu'il y a plein de follicules qui croient en même temps, mais qui n'atteignent pas une taille suffisante pour être considérés comme un ovocyte mature, apte à être fécondé. Et donc, il va y avoir plein de tentatives d'ovulation. Il va y avoir des... Parce que les estrogènes vont... les taux d'estrogènes vont quand même augmenter, mais ils vont permettre un pic de LH. Mais c'est qu'une tentative d'ovulation, en fait. Donc, si on fait des tests d'ovulation, on peut mesurer un pic de LH, mais il n'y aura pas d'ovulation derrière. Et ça peut se produire plusieurs fois dans un même cycle. Et Hmm. ça affecte aussi la qualité ovulatoire parce que plusieurs follicules qui essaient de croître pendant un certain temps, euh, pendant trop longtemps, ça affecte aussi la qualité et se dégrade aussi au travers de ça. Donc, si on est dans cette situation-là, par exemple, OK, qu'on a des cycles, ou peut-être même qu'on a des cycles super réguliers puis qu'on ne le sait pas qu'on a des ovaires polykystiques, nous, on pense que tout est beau parce que justement, on a des cycles super réguliers. La meilleure façon de savoir si on ovule ou pas, ça serait de prendre sa température encore. On revient à ça. Ça serait de prendre sa température basale le matin, mais encore une fois, il faut faire attention parce que quand on observe un pic de température, l'ovulation est passée. Ouais, Donc, mais quand même, si on le fait sur, on va dire, 3 mois au moins, pour observer justement une tendance, comme on disait un peu plus tôt, ben on serait capable de savoir est-ce que j'ovule vraiment ou est-ce que j'ovule pas. Donc, ça serait un bon test, un bon moyen de s'y prendre pour savoir si on a ovulé pour de vrai ou non. exactement. OK. Exactement. Ouais, c'est vraiment la hausse de température qui confirme qu'on a ovulé. Donc, puis on le voit Hmm. sur le graphique, là. C'est pas une petite augmentation, c'est une bonne augmentation. Il y a même des femmes qui, juste si la température, le timing de l'ovulation, puis la température se fait au bon moment, il va y avoir une petite chute de température. Ça veut dire qu'elles sont en train d'ovuler, puis après une augmentation. Mais c'est pas toutes les femmes qui ont cette chute-là. Donc, OK. c'est pas 100% fiable, mais s'il y a des femmes qui le voient, ben là, ça veut dire, OK, là, vous êtes en train d'ovuler ou l'ovulation approche, elle est imminente, imminente, imminente. Donc, pour maximiser nos chances, on pourrait faire des tests d'ovulation, par exemple, pour mesurer notre LH, mais aller valider après ça avec notre température basale pour, c'est ça, valider, confirmer s'il y a eu ovulation ou non. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Je Exactement. veux dire, quelqu'un qui ovule pas de même, là, puis qui ovule pas à tous les mois, là, on fait comment pour ovuler? Ça se fait-tu? Ben là, faut travailler le SOPK, en fait. OK. C'est ça la source du Ouais. problème. OK. Mhm. Puis, est-ce que Ouais. tu penses que ça se peut, quelqu'un qui n'a pas d'SOPK, mais qui se retrouve dans cette situation-là? Ben, je pense par exemple à des femmes qui ont une insuffisance ovarienne ou une qualité ovocitaire qui n'est pas nécessairement bonne ou qui a des déséquilibres au niveau estrogène. Ouais, c'est des choses qui peuvent se passer. Mhm. Mais c'est Hmm. ça. C'est typiquement retrouvé chez les personnes qui ont des ovaires polykystiques. OK, OK. Mm. Non, je pense que En fait, oui. mm. Vas-y. Non, je voulais juste dire que c'est
aussi dans les tests hormonaux, on le voit quand on a une FSH qui est très, très haute. Ça montre aussi qu'il peut y avoir plusieurs tentatives d'ovulation où, en fait, la FSH monte pour essayer de stimuler encore plus les ovaires à produire de l'estrogène, des estrogènes, des estrogènes, mais que finalement, il ne se passe rien parce que, ben, soit qu'il n'y a pas assez de follicules ou il y a un débalancement au niveau des estrogènes, en fait. Donc, c'est tout plein de variables qui sont importantes à tenir en compte. En terminant, Véronique, j'aurais Oui. envie de te poser une question peut-être un peu plus personnelle, mais qui se voudrait, je pense, un peu peut-être rassurante, peut-être réconfortante pour les femmes qui écoutent l'épisode. T'as fait, je me souviens plus quand, je me souviens pas non plus si c'était une story ou si c'était un post, une publication où tu disais que encore aujourd'hui, malgré que tu es maman depuis 2 ans puis que la PMA est derrière toi, ça te bouleverse encore d'apprendre d'être confronté à des annonces de grossesse ou d'être confronté à peut-être encore à des femmes enceintes. Et quand j'avais lu ça, tu sais, moi, le raisonnement que ça m'avait donné, c'était, ben en fait, deux affaires. Genre, ah, OK, donc c'est normal. Je suis normale si je me sens encore comme ça face à des annonces de grossesse dans 5-10 ans, mettons, quand que la fertilité sera derrière moi. Et ça m'avait dit aussi, un peu plus en découragement, ah, fait qu'on s'en sort jamais. Parce Hmm. que même quand le parcours, son propre parcours est terminé, ben ça reste un peu. Donc, est-ce que c'est parce que... est-ce que tu dirais que c'est parce il y a une partie que, qui est difficile à accepter, une partie de ton vécu qui est pour toi difficile à accepter, puis que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, ça te... J'ai ça, là, je vais utiliser un anglicisme, mais que ça te trigger encore autant, ou si c'est parce que c'est des traumatismes tellement souffrants, tellement ancrés que ça fait remonter ces souvenirs, ces traumatismes-là, tu sais, à chaque fois. Puis, une autre question, penses-tu qu'un jour, tu vas être capable d'être confronté à des annonces de grossesse sans être... sans que justement que ces émotions, que ces souvenirs, ces traumatismes-là reviennent? C'est vraiment des bonnes questions. En fait, ça dépend aussi qui m'annonce les grossesses. Ça dépend comment elles sont annoncées. Parce OK. que, ouais, j'avais déjà parlé aussi des annonces de grossesse surprises où une amie m'avait dit, ah, j'ai hâte qu'on se voit, j'ai une annonce à te faire. Je suis là, ah, puis tu sais, ça fait pas longtemps, là, Théodore était né. Et j'ai écrit, j'ai dit, ben, si c'est une annonce de grossesse, je préfère que tu me le dises maintenant parce que j'aime plus ces surprises-là, en fait. Et, et je sais pas si ça va rester toute la... Puis elle a compris, elle m'a dit, ah oui, je suis enceinte, puis j'ai expliqué pourquoi, tu sais. J'étais contente pour elle, mais j'arrive maintenant à me réjouir des grossesses. Hmm. Ça, c'est plus un problème, mais j'y pense toujours dans le sens que, ah ouais, si j'avais eu cette annonce de grossesse il y a 4 ans, comment j'aurais réagi? Ou, ah, est-ce que si c'est des personnes que je connais pas nécessairement, que je vois, mettons, une femme enceinte dans la rue, je me demande, est-ce qu'elle a eu des problèmes de fertilité? Est-ce qu'elle est tombée enceinte facilement? Tu sais, je me pose tout le temps ces questions-là parce que déjà, c'est mon travail. Je suis confrontée, ben, confrontée, c'est pas le bon mot, mais j'accompagne des femmes qui parlent souvent de ça, en fait, qu'elles vivent difficilement les annonces de grossesse. Et moi, je l'ai vécu, puis comme tu as dit, c'est un traumatisme. C'est extrêmement difficile. Et même si je me sens heureuse, je me sens pas affectée dans un sens, ça reste une cicatrice qui guérit, mais elle est là en fait. Et je pense, en parlant avec des femmes qui sont passées par là aussi, elles n'oublient pas. Même si elles me disent qu'elles oublient, c'est parce qu'elles sont dans le déni, je pense, c'est qu'il y a des Ouais. choses qui n'ont pas été travaillées. Mais on ne peut pas oublier la souffrance qu'on Non. a vécue dans n'importe quel traumatisme, en fait. Mhm. Je pense. Après, je le vis bien, mais j'y pense beaucoup. Ouais. J'ai quelqu'un avec qui j'ai parlé, une abonnée du podcast. J'ai parlé la semaine passée, là, ça fait pas longtemps, là. Et elle aussi, elle a eu un enfant. Puis elle aussi,
c'est encore très, très confrontant pour elle aujourd'hui. Là. Puis son enfant, elle a une petite fille, peut-être 4 ans, je pense. Puis, tu sais, elle me disait qu'encore, tu sais, elle me disait l'après-parcours est encore difficile, tu sais. Puis là, ben, il y a d'autres choses. Tu sais, dans son cas, elle m'expliquait, par exemple, le deuil de n'avoir qu'un enfant, tu sais, puis alors qu'elle s'était imaginé toute sa vie en avoir 2, 3, tu sais. Fait que bref, donc, ben c'est ça. Je pense je pense que je me répète là, un peu là, au fil des épisodes, mais je vais le redire encore une fois. Mais je pense que la morale de ça, c'est d'être douce avec soi, puis de pas hésiter à l'expliquer comme tu l'as fait avec cette amie-là dont tu nous parles, à lui expliquer que justement, ben je préférerais que tu me l'apprennes comme ça par message écrit plutôt que par téléphone ou en personne, parce que justement, on ne sait pas comment on va réagir. Puis d'avoir ces annonces-là par texto, par exemple, ou par message écrit, ben ça nous laisse le temps à nous de réagir dans notre intimité, de digérer la nouvelle pour ensuite être capable de revenir vers cette personne-là et lui faire des félicitations, par exemple, ou de lui dire qu'on est content pour elle, tu sais, pour eux. Fait que, ben merci. Merci pour ce partage-là. Véronique, si on veut faire appel à tes services, ben en fait, on peut commencer par te suivre sur Instagram, Véronique Parent, Véronique avec un C à la fin, donc N-I-C. Et ton site web, c'est le véroniqueparent.com. Donc, toutes les informations sur tous tes services sont là. Ton site web est magnifique, d'ailleurs. Donc, Merci. un énorme merci, encore une fois, d'avoir participé et de nous avoir éclairé sur le cycle hormonal, mais aussi sur une toute autre approche bien, bien différente de ce qu'on nous enseigne, justement, là, dans les cliniques de fertilité traditionnelles. Donc, j'espère que ça va en avoir interpellé plus d'une, puis que ça va avoir suscité la curiosité, l'intérêt de se questionner davantage sur soi, sur notre corps, puis d'apprendre à mieux se connaître aussi, parce que c'est un peu beaucoup ça aussi. Donc, ben c'est ça. Un énorme merci. Merci beaucoup, Élodie. Merci pour ce podcast qui est vraiment très, très pertinent, utile et qui, j'espère, en sensibilise beaucoup aussi à ce sujet. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci! Merci. Bye! Bye.